pleine prod. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cadre. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de High Kick dans ton podcast. Je suis Seb, mon comparse Jazz est au repos et je prends le lead sur cette nouvelle émission et j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Gaspard, cascadeur et régleur de cascade. Bonjour Jérôme, comment ça va ? Bonjour à toi Seb, écoute, ça va super bien, très content d'être dans ce podcast. Eh ben écoute, ouais, ravi de te recevoir. Tu fais partie d'une personne quand même très influente dans le milieu de la cascade, hein, quand même, c'est un nom qui revient quand même souvent. Donc moi, je suis très 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 content de te recevoir ici et qu'on puisse échanger sur ton parcours, voir un peu comment t'es arrivé dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, on va discuter un petit peu tranquillement tous les deux. Alors, on a pris ce réflexe-là, des fois, de faire une petite présentation. Là, je vais être très honnête avec toi, je l'ai pas préparé. Je me dis que c'est quand même mieux que ce soit toi qui parle de toi le mieux. Donc, je vais te laisser peut-être te présenter en quelques mots pour les auditeurs. Bien sûr. Alors, je m'appelle Jérôme Gaspard. J'ai été cascadeur, je le suis encore un peu. J'ai commencé en 97, donc ça fait presque 27, 28 ans maintenant. Je suis depuis une dizaine d'années coordinateur de cascade, donc c'est moi qui encadre les cascades sur les tournages. C'est un peu l'évolution pour moi du métier de cascadeur. Mais voilà, j'aime toujours me rouler par terre et faire des bagarres. Ouais, ça c'est quand même plutôt cool. Mais c'est vrai que c'est un peu l'évolution un peu logique, hein, parce que déjà les places sont chères, je trouve, en tant que cascadeur, on pourrait y revenir. Mais je pense que les places sont encore plus chères en tant que coordinateur. Donc c'est vrai, quand tu as la possibilité de pouvoir en tout cas briguer ce nouveau poste, je pense que voilà, faut foncer généralement parce que ça permet d'assurer la fin de carrière. On va revenir peut-être sur une petite question pour démarrer, pour se chauffer. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce milieu-là ? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de faire ça ? Qu'est-ce que tu as fait une formation particulière ? Voilà, je te laisse en parler. Alors c'est vraiment le hasard pour le coup. Moi je connaissais pas ce milieu. J'avais quand même des prédispositions. Voilà, j'étais gymnaste de haut niveau. Je kiffais tous les sports extrêmes. Je faisais pas de baston. J'ai fait un peu de judo, karaté vite fait quand j'étais petit, mais vraiment c'était pas grand chose. Mais voilà, j'avais un ami en fait qui s'est mis à la cascade et qui a commencé à travailler sur des spectacles à Disney. Et il m'a proposé d'intégrer son équipe parce que voilà, j'avais les capacités. Il m'a dit en 2-3 semaines je te forme, c'est pas compliqué, t'as complètement les capacités pour faire ce métier. Et donc voilà, je suis rentré sur un spectacle à Disney, c'était en 97. Et puis Pocahontas. Pocahontas, exactement, un spectacle je fais une petite recherche. Jamais vu. Bah ouais, je savais pas qu'il y avait un spectacle Pocahontas. Tu vois, c'est plein à chaque fois, mais il y avait jamais personne qui le connaît. Mais en tout cas, c'était un spectacle très intéressant pour des cascadeurs parce que c'était assez varié. Il y avait du combat à l'épée, au bâton, à la lance. Il y avait des chutes. Enfin voilà, c'était assez varié même en termes de cascade. Donc c'était cool, c'était très formateur. Le spectacle c'est très formateur parce que voilà, les saisons sont longues, surtout à Disney parce que ça s'arrête jamais quoi. Et physiquement voilà, faut tenir. Donc c'est une bonne école, je pense, le spectacle pour commencer. Ouais, on a reçu 2 personnes que tu connais, je suppose, dans l'émission qui sont aussi passées par Disney, que sont Hugo Barrier et Quentin Dello, puisqu'ils ont tous les deux aussi joué dans, je crois que c'était Marvel pour le coup, mais Marvel, ça reste Disney. Ouais. Donc, mais ils ont dit que c'était une très bonne expérience parce que pour le coup, c'est assez complet en fait, mine de rien. C'est cool, et puis c'est un kiff, voilà, t'as le retour du public en direct quoi, c'est vraiment différent avec le cinéma, donc t'as pas forcément le droit à l'erreur. On peut pas la refaire. Oui. Donc il faut être bon, faut même savoir improviser. Et puis voilà, on rate, mais voilà, on essaie de rester dans son personnage
et quoi qu'on dise, hein, voilà, le spectacle doit continuer, quoi. Show must go on. C'est clair. Tu jouais dans Pocahontas, tu jouais un personnage en particulier? Je faisais soit les Anglais, soit les Indiens. Donc voilà, Ok. on grimait, et voilà, soit je me battais contre des Indiens, soit je me battais contre les Anglais. Ah, Donc, excellent. on n'avait pas Ok. un personnage en particulier chez les cascadeurs. Les caractères, on va dire, c'était des danseurs ou des comédiens, les personnages Oui. principaux, genre Pocahontas ou John Smith. Mais voilà, nous, on était là pour chiffonner avec des danseurs autour de nous, quoi. Ah ok, ouais, excellent. C'est vrai que c'est clair que ça doit être super formateur. Du coup, tu disais que tu viens du monde de la gymnastique. C'était quand tu dis haut niveau, c'est que tu l'as fait en mode compétitif? En fait, j'étais formé très jeune par mon père, qui était gymnaste aussi. Et donc, j'ai évolué dans ce milieu assez jeune. Et j'ai jamais aimé la compétition, surtout compétition Ok. gym. Enfin, déjà, rien que les tenues, Sokol, les trucs, enfin, Juste au super corps. blanc, juste au corps et tout ça, la fin. Et puis Au toute secours. cette, en dehors de la tenue, tu vois, en fait, tout le côté, les salutations, les trucs, enfin, voilà. La mentalité doit être spéciale aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est très conservateur et donc j'ai jamais fait de compétition à proprement dit. Après, Ok. je me suis toujours, comment dire, j'ai toujours fait des compètes internes. Dès que j'allais dans un club, fallait que je défonce tout le monde, quoi. C'était plus ça. Donc, j'ai jamais eu, comment dire, de compétition qui m'a donné un niveau particulier, je veux Oui, dire, oui. un statut genre de champion de quoi que ce soit. Mais je pense que j'aurais pu faire les championnats de France. J'aurais pas gagné, certainement pas, mais j'aurais pu participer, tu vois. Donc, Bien sûr. ouais, j'avais Ouais. un niveau assez bon, quoi. Et t'avais quoi comme spécialité en gymnastique? C'était Le sol, j'étais bon. ok. Les chevals d'arçon, j'étais bon aussi. Barre fixe Ok. aussi. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que le sol doit pas mal aider hein, pour ton métier de cascadeur, parce que c'est beaucoup d'acrobatie, je suppose, donc forcément ça aide un peu, quoi. Ça aide, ouais, non, clairement, quoi, le sol. Et puis, moi, comme j'étais pas fermé à la gymnastique, je me suis tourné vers l'acrobatie dans sa généralité, que ça soit dans la capoeira, dans le break, enfin, voilà, ou dans le cirque. Donc voilà, ça me donnait un panel assez large en termes d'acrobatie, quoi. Et je vois du coup que la partie arts martiaux arrive bien plus tard. En tout cas, tu mets que tu as pratiqué pas mal de. Tu as fait kickboxing, boxe. J'ai vu un petit peu sur ta fiche qui est présent sur ton site internet. Ça arrive du coup après la gymnastique, je suppose, en Ouais, parallèle de la cascade. exactement. En fait, quand je commence à faire de la cascade, je commence à m'entraîner avec justement des gars qui sont, eux, plus spécialisés dans des sports de combat ou des arts martiaux. Et donc, on commence à faire des échanges. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner beaucoup avec des gars qui étaient très forts en boxe thaï ou en kick. Donc, ils m'ont appris pas mal de choses. On a croisé aussi des gens, tu vois, avec Manu Lanzi, Ouais. qui a été formé aussi par Niki Nodé, tu vois. Niki Nodé, Mm. est un très très bon combattant pied-point et Ok. qui m'a formé à avoir des jambes un peu mieux que celles que j'avais de base. Donc ouais, c'est plus des échanges avec le temps. C'est beaucoup plus tard, en fait, je crois, vers 30, 33, 34 ans, je me suis inscrit dans des clubs parce que je voulais vraiment avoir une discipline et partir sur des vraies bases. Donc, je me suis mis à faire du JJB parce que je Ok. fais ça. Le Jiu-Jitsu, je trouvais ça hyper intéressant. Donc, je l'ai fait en club et j'ai fait de la boxe anglaise aussi en club parce que Ok. j'ai toujours considéré que si tu as un peu de souplesse et que tu comprends un peu les placements, tu peux mitonner que tu es bon en jambes. Tu es un bon combattant. En anglaise, Oui. si tu sais pas mettre un direct, enfin on le voit tout de suite, les gens qui savent pas, même Ouais. souvent je regarde des films, on voit des gars qui font du sac. On voit qu'il vient de découvrir le sac il y a 10 minutes avant de tourner et voilà, ça tape dans tous les sens. Il faut qu'il tape le plus fort possible, le plus vite, mais il n'y a aucune technique. Donc voilà, moi je me suis formé à ça parce que je voulais essayer de cleaner un peu ma forme de corps, ce qui est hyper important pour notre métier. Surtout pour le film, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis parce que voilà, j'avais aussi ce changement d'envie, on en parlera peut-être plus tard, en termes de voilà d'éducation martiale, d'éduquer moi par les films de kung-fu. Et puis avec le temps, je me rends compte que la rue, l'efficacité, c'est pas forcément le kung-fu pardon. Et voilà les sports de frappe, on va dire les sports de combat
m'attirait beaucoup plus à ce moment-là. Ouais. Oui, complètement. Mais justement, on peut rester un peu de temps là-dessus avant de revenir un peu sur les films sur lesquels t'as pu travailler. Quand tu disais que ça t'attirait, par rapport aux films que t'as pu regarder, parce qu'on est une chaîne de films d'arts martiaux. C'est quoi tes films de chevet qui te disent ça un jour je le ferai, quoi? Il y en a un paquet en fait. J'étais éduqué. En fait, à l'époque, c'était Vidéo Club. On avait un distributeur qui s'appelait René Château, qui était avec une ouverture emblématique pour ceux qui ont connu cette époque. Et voilà, qui distribuait les films policiers, les Bébels, les Belmondo, tout ça. Les films d'horreur aussi. Je suis fou de films d'horreur. Et les films d'arts martiaux. Donc c'était génial. Je savais que, dès que je voyais la jaquette avec ce logo-là, je prenais directement la cassette, je cherchais pas à réfléchir, et il y avait de grandes chances que je kiffe, quoi. Donc j'ai été baigné un peu dans tout cet univers-là que je partageais avec mon père aussi, qui regardait beaucoup de ce genre de films. Et donc j'ai vu beaucoup de films d'arts martiaux. À l'époque, il y en avait un paquet, quoi. Ouais, je te demanderai un petit exercice en fin d'émission pour histoire de pour essayer de sortir peut-être pour le fun et puis pour partir sur une note un peu plus légère, de réfléchir pendant l'émission, c'est pas simple, peut-être à 3 films un peu marquants, emblématiques qui sont un peu ton top 3. Je sais que c'est un exercice très difficile parce que d'une année sur l'autre ça peut changer. Mais voilà, l'idée, ça peut être intéressant d'aller là-dessus. Si on reprend un peu ta carrière, moi je vois que j'ai noté en tout cas que un de tes premiers rôles au cinéma, je parle bien cinéma, parce que j'ai vu que tu avais fait pas mal de petites choses dans la publicité auparavant, mais je vois que c'est 2000, Le Pacte des Loups. T'es doublure de Vincent Cassel. Non, de Samuel Le Bihan. Ah, pardon, Samuel Le Bihan, autant pour moi. Oui, je dis bêtise, que Vincent Cassel, c'était un autre acteur, j'ai plus son nom, mais on a déjà évoqué avec Manu Lanzi, pour le coup, qui faisait sa doublure. Je crois que c'était Cassel, c'était pas Olivier Schneider? C'était Olivier Schneider, exactement. C'était Olivier Schneider, tout à fait. Donc toi, t'étais Samuel Le Bihan. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette première expérience Ouais, alors ça arrive un peu par hasard. En fait, ce métier arrive beaucoup par hasard. En fait, ils cherchaient une doublure pour Samuel Le Bihan. Ils arrivaient à la fin du film, ils avaient déjà une doublure, mais il était peut-être indispo, je sais pas. Et donc, de connexion en connexion, on arrive à moi. Et il y avait un saut c'est la partie du film où il vient se venger de la mort de son ami, Dacascos. Okay. Il arrive dans un espèce d'abbaye délabrée complètement, et il se retrouve tout en haut d'une fenêtre, il fait un saut de l'ange, salto avant, il atterrit sur un hôtel, et il sort ses sabres et il commence à défoncer tout le monde, quoi. Et donc il cherchait un cascadeur capable de faire ce plongeon. Et ce qui était fou, c'est que moi j'ai fait ça depuis mon enfance, en fait. Dans ma salle de gym, je montais les tapis de plus en plus haut pour essayer de faire des plongeons, de faire des saltos, des trucs comme ça. Donc lorsqu'on m'appelle pour ça, à l'époque je suis sur un spectacle qui s'appelle Tarzan. Oui. Je suis acrobate, je suis leader en fait d'équipe, chef d'équipe, mais je m'occupe d'acrobate, et j'ai carrément le décor qui s'y prête pour faire ce plongeon sur tapis. Donc je filme vite fait ça, j'envoie ça au régleur, et le mec il bloque, il dit c'est mortel, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc voilà, je débarque sur le tournage pour faire un truc que je gère à 2000%. Ouais, facile. Et voilà, j'ai passé ma nuit à le faire, à tourner ça. Je crois qu'ils ont même pas tourné les bastons. J'ai fait toute la nuit des sauts. Et ils ont. Voilà. Ok, pour un saut au final ou pour plusieurs sauts de Samuel Le Bihan? C'était un seul saut, mais ils l'ont filmé 1 million de fois, quoi. J'ai fait dans tous les sens. On a passé la soirée. J'ai dû arriver, je sais pas, peut-être vers 18h sur le décor. C'était dans une forêt, je me souviens plus où. Et puis, genre, à 3-4 heures du matin, j'étais encore en train de sauter. Il m'avait mis des câbles, il m'avait mis, il me laissait partir tout seul. Enfin, c'était assez varié. Moi, je découvrais. Donc, c'était mon premier gros tournage. Ouais, et pareil, avec le recul, je comprends beaucoup plus de choses à ce moment-là. C'est qu'en fait, lorsque j'arrive sur le plateau, je connais rien, moi. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais pas qui est Samuel Le Bihan. J'en sais rien. En fait, je vais au costume. Ah ouais. Okay. Je sais même pas que je le double, tu vois, en fait. Donc, je suis des assistants mise en scène qui m'emmènent au costume, qui m'emmènent à la coiffure.
on me met une perruque, on commence à me grimer et tout ça, et j'ai un look assez cool, donc je suis content. Et en fait, quand je passe après quand je sors des carloges et tout ça, et que je m'avance vers le décor, tous les gens ils me mataient, mais vraiment bizarrement, alors que plein de gens, plein de figurants autour de moi étaient grimés aussi un peu comme moi, mais là d'un coup je chantais un peu le regard. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'était que j'étais l'acteur principal. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui. Donc d'un coup, les gens se disaient, c'est qui? Attends, c'est Samuel. Ils comprenaient pas, tu vois, parce que j'avais l'habit de l'acteur principal, donc moi je savais pas. Je me disais, c'est bizarre, pourquoi ils me regardent tous comme ça, quoi. Et puis accessoirement, t'es le mec qui va faire le saut de l'ange, quoi. Donc ils se disent, c'est ça aussi, le mec, il a les balls pour le faire, quoi. C'est ça aussi, certainement aussi, quoi. Après, c'était très cool parce que cette soirée, pareil, j'ai rencontré plein de cascadeurs, dont Olivier Schneider aussi, qui m'avait donné quelques conseils à l'époque. Donc ouais, non, c'était super. Moi, j'arrivais dans un milieu, c'était un rêve, quoi. Ouais, parce qu'il y avait, c'est vrai il y avait comment dire, il y avait plusieurs équipes et plusieurs lieux de tournage, puisque je sais que Manu Lanzi et Olivier Schneider sur ce tournage-là, c'était très peu croisé, parce que Olivier Schneider tournait sur une partie, enfin sur un autre décor, et Manu Lanzi était sur un autre décor. Donc c'est marrant. Enfin, ça a été, c'est un gros tournage, quoi. Et là, tu vois, je suis en train de percuter un truc en même temps que tu me parles de ce fameux saut de l'ange là du Pacte des Loups. Et je me rends compte en fait que c'est précurseur des Assassin's Creed, qui est un peu la marque de fabrique d'Assassin's Creed. Tu sais, quand il saute d'un point d'intérêt, il fait un saut de l'ange et il termine dans un truc de paille. Je me dis, mais est-ce que c'est le Pacte des Loups qui a l'initiative de ce truc-là ou pas? Je sais pas. Après, le saut de l'ange, alors, pour le coup, enfin, le saut de l'ange, c'est vraiment un saut mythique, tu vois, qui vient du plongeon. Ouais, parce qu'on l'a vu beaucoup au cinéma. On l'a vu beaucoup au cinéma, ce truc-là, avec une réception dans un tas de foin, comme tu as pu faire dans le Pacte des Loups. Non, alors, pour le coup, moi, j'atterrissais sur mes pieds, tu vois, je faisais saut de l'ange, puis un salto avant. T'étais sur les pieds, pardon. Tu vois, j'atterrissais sur les pieds. Mais ouais, après, je sais pas. Il faudrait demander à ceux qui ont créé le jeu. C'est sûr que ce move, il est vraiment cool, et je pense qu'il a pu influencer pas mal de gens derrière, quoi. Mais non, et pour la petite anecdote, en fait, ce qui est drôle, c'est que toute la nuit, en fait, je saute et je touchais des primes à chaque saut. On m'avait annoncé plus ou moins une prime par saut. Donc, je sais plus, au bout d'un moment, j'en suis à 8 ou 9 sauts. Je monte et je me dis, bon, c'est quoi, celui-là, c'est pour moi, ça va me payer un cadeau. Donc, je fais exprès de rater. C'est pas bien, ne le faites pas. Je fais exprès de rater le saut pour en avoir un suivant. En fait, j'atterris et les gars me regardent, disent, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que je les réussissais tous. Ils me disaient, bon, maintenant, tu fais un saut de l'ange, tu fais salto avant, t'atterris sur tes pieds, ok. Bon, maintenant, tu fais juste le saut de l'ange et tu tombes sur le dos, ok. En fait, je réussissais tous et moi, c'était simple pour moi. Donc voilà, à un moment, je te dis, au bout d'un moment, le nombre de prises, je me suis dit, bon, tu sais quoi, ils en sont pas à un prêt. Et je vais me prendre un petit chèque juste pour le kiff, quoi. Et puis je pense que c'est une goutte d'eau dans le budget du film, quoi. Bien sûr. Tu les as pas volés, quoi. La séquence, elle est mortelle, et voilà. Et donc, oui. Donc non, c'est pas. Puis je pense qu'à mon avis, à l'époque, c'était pas non plus des cachets mirobolants, donc. Non, bien sûr. Voilà, tu t'es un peu arrondi les fins de mois, comme on peut dire, dans certains cas de figure. C'est ça. Et j'ai noté un autre truc, moi, sur 2001, et c'est peut-être ça fait partie de ces deux films que tu me disais en début d'émission qui sont dans les nanars. Alors je sais plus si on le disait en off ou si on le disait on en parlait en off parce que les auditeurs vont pas suivre. Bloody Mallory en 2001, tu parlais allier film d'horreur et nanar. Est-ce que tu me parles de l'expérience? Parce que c'est un film culte pour plein de gens, parce qu'on a une grosse partie nanar dans nos films, et Bloody Mallory, ça fait un petit moment qu'on en parle avec mon comparse Jazz, et on se dit peut-être un jour on fera qu'on en parle, parce que je pense qu'il y a un peu de tatane dedans, et c'est un sous-Buffy, ça peut être rigolo. Voilà, c'est... Bah écoute, c'était un peu particulier, j'étais avec une équipe de cascadeurs, et ils ont récupéré ce projet, et je correspondais à la doublure de deux acteurs, je crois un prêtre à la fin du film qui meurt, enfin, fait une chute d'escalier toute pourrie, je me souviens. Et surtout, enfin, le dossier, c'est que je double aussi un acteur qui est une drag queen dans le film. Donc je me retrouve sur le plateau. Encore une fois, les gens me regardent, mais cette fois-ci, je comprends pourquoi ils me regardent, parce que j'ai des cheveux bleus qui descendent jusqu'aux fesses. Et j'ai des bottes, enfin, je suis en body, j'ai des bottes qui montent jusqu'aux cuisses. Enfin, voilà, c'est... Et je me tape. Est-ce que les personnes ont eu la bonne idée de te prendre en photo à ce moment-là? Je crois que tout a été effacé. Je suis pas sûr que j'ai. Tu n'as aucune trace de ce truc-là? Je ne crois pas. Non, je crois que j'ai la vidéo parce qu'à un moment, juste pour la cascade, en fait, je me faisais
éjecté, j'atterrissais dans des bancs dans une église, et donc j'éclatais les bancs. Et je crois que j'avais la vidéo de ce truc-là. Mais voilà, c'est furtif. Je passe vite. On voit des cheveux bleus, mais on grille pas mes belles fesses à l'image. Ah, c'est incroyable. Le rôle d'une drag queen, c'est quand même plutôt sympa, ouais. Ok, très bien. Ouais, non, c'est un film qui est culte quand même pour pas mal de gens. C'est un nanar. Je sais pas s'il a été passé déjà dans une Néerlande, mais je pense qu'ils ont dû passer au moins des cuts de ce truc-là. J'ai croisé beaucoup plus tard sur Elias, là, il y a 4 ans, un film avec Roche Dizem. Oui. Mince, l'actrice Bonamy. Oui, Olivia Bonamy. Ouais, Olivia Bonamy. Voilà, je l'ai recroisée tout à fait. par hasard sur un tournage, donc sur ce film-là, et je lui ai fait un petit clin d'œil. Je dis, on se connaît, on a travaillé ensemble il y a très longtemps. Elle dit, ouais, elle me dit quelque chose. Je lui dis le nom du film, elle a fait, ok, ouais, il y a des choses qu'on aimerait oublier. Ouais, bah, c'est vrai que ça passe. J'ai pas l'impression qu'elle ait eu une grosse carrière. Enfin, peut-être Non. que je me trompe. Hein. Non, je sais pas. Après, si c'est des choix personnels ou si c'est ce genre de film qui l'a plombé un peu, mais. Je pense que ce film-là a dû le plomber un peu. Hein. Il y a quand même pas mal de films comme ça où il y a peut-être une ambition. Hein. On se dit, ça va le faire et tout. Puis finalement, c'est raté. Et c'est comme ça. Et ça, des fois, ça enterre des carrières. On en a plein des exemples comme ça, malheureusement. C'est assez particulier. Mais bon. C'est vrai. Je me suis noté aussi... Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire, c'est le problème des acteurs, en fait. C'est que tu vois, moi, regarde, je suis dans le film. Ça porte pas préjudice. Maintenant, l'acteur, malgré que c'est pas son film, malgré qu'il aurait pu peut-être faire une très bonne performance dedans, bah le film, il a une mauvaise image et lui, c'est son image qu'on retient, quoi. Oui, parce que t'inquiète pas, on va en parler de ce film dans lequel tu es, qui n'a pas enterré ta carrière, mais par contre, il a enterré la carrière d'acteur de cet animateur de télévision, n'est-ce pas, hein? Je vois pas. Tu l'as pas? Ah, tu l'as pas? Donc tu fais une analyse sélective? Non, je l'ai pas là. Ça va venir. Ah, bah pour moi, c'est le deuxième nanar. À moins que tu en aies d'autres, tu m'en as trouvé d'autres, mais pour moi, c'est le deuxième nanar dans lequel pour moi tu es et que c'est affiché sur ton site. Mais au moins, tu le caches pas. C'est bien. C'est l'avantage. 2010, on va y arriver. Là, j'ai 2-3 trucs avant à te dire et puis on va y venir parce que il y a 2 gros morceaux quand même que moi j'ai notés. C'est Scorpion en 2006. C'est là où tu commences. Alors, je sais pas si c'est vraiment là que tu commences, mais moi j'ai noté que tu commençais à collaborer avec Alain Filgartz, qui va être qui va revenir assez souvent dans ta carrière puisque tu vas faire d'autres films aussi avec lui. Oui, donc en 2006, tu es sur Scorpion, film de Julien Seri avec Clovis Cornillac. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de cette expérience, que tu t'en souviens? Est-ce que c'était une bonne expérience? Que nous, c'est un film qu'on aime beaucoup dans Reiki, dans ton podcast, qui est film assez noir et puis un des premiers films français de MMA, on va dire. Donc c'était quand même plutôt cool, je trouve. Ouais, ben pour le coup, alors moi j'ai pas fait de scène de tape MMA sur ce film. J'avais une scène, je crois, où je doublais Olivier Marchal qui défonçait une meuf. Je me souviens plus exactement. Ça remonte. Oh oui, je me souviens de cette scène, ouais. Oui. Et voilà, c'était pour ça. Par contre, j'avais fait les castings et en fait les castings et la préparation des combats avec Alain Figlard sur ce film-là. Et c'était assez cool parce qu'ils avaient ramené pas mal de gars du MMA. Ouais. Et des gaillards. Et c'était un autre monde parce que là pour le coup nous qui sommes des mythos de la baston, là on était face à des vrais et fallait travailler ensemble, donc ça, je me souviens, j'avais tourné avec j'étais passé avec plusieurs gars dont comment il s'appelle, putain, Vincent Parisi. OK. Vincent Parisi qui est un beau bébé, qui doit faire 1,90, 120 kilos. Et je me souviens qu'à l'époque, il m'avait attrapé. On devait s'envoyer quelques patates. Il devait m'attraper, m'amener au sol, projection. Enfin voilà. Il m'avait soulevé comme un enfant. J'avais l'impression d'avoir 8 ans et que je me battais contre mon père, quoi. C'était fou. Et le mec, tout doux, il avait géré le truc, mais c'était pour dire, voilà, c'était des monstres, quoi, les gars, physiquement. Ah oui, non, mais c'est clair que je pense que c'est des sacrés morceaux, et puis, et c'est un film on le ressent aussi, certaines brutalités dans les combats. Enfin, même Clovis Cornillac, c'est vachement préparé pour le film, même si au final, on sait que c'est Manu Lanzi qui le double sur les scènes. Mais il a fait quand même un énorme entraînement, ce qui fait qu'il est assez crédible, en fait, dans son rôle.
Donc c'était plutôt une très très bonne surprise. Il y a un projet qui arrive l'année d'après, qui est un projet qui te suit encore aujourd'hui, puisque j'ai vu une de tes interviews justement où tu finiras par être, t'as commencé cascadeur sur ce film-là et tu finiras en tant que régleur de cascade. C'est la saga Largo Winch, puisque tu es embauché pour doubler Thomas Sisley. C'est une saga que j'aime beaucoup, moi. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment vraiment cool. C'est en tant qu'adaptation de bande dessinée culte, je trouve que le pari est quand même plutôt réussi. Donc est-ce que tu veux en dire quelque chose de Largo Winch, qui est, je pense, un truc cool quand même. Ouais, grosse XP, parce que c'est la première fois où je suis doublure principale sur un film d'action à proprement dit, et pas juste quelques scènes. Donc ouais, j'ai beaucoup appris. C'était Alain Figlartz qui réglait le premier opus. Et ouais, enfin hyper intéressant, des cascades assez variées, de la baston, un peu tout. Et puis une rencontre avec Tomer, qui va devenir un de mes meilleurs potes, quoi. Donc excellent. Ouais, donc vraiment gros kiff sur ce film-là, quoi. On a voyagé en plus, quoi. Et il dit, Thomas Sisley, qu'il fait quand même beaucoup de ces cascades. Est-ce que c'est une réalité? Parce que on a toujours un peu les acteurs aiment bien toujours dire qu'ils font leur propre cascade dans une certaine limite, hein, bien évidemment, puisqu'il faut pas qu'ils se mettent en danger. C'est quand même l'image du film. Mais à quel niveau, justement, est-ce que là-dessus il était investi? Justement, en fait, je crois que en termes de communication à l'époque, il voulait communiquer sur le fait que Thomas Sisley serait le nouveau Belmondo, donc il ferait toutes ces cascades. Et effectivement, il a tout fait. Alors c'est toujours pareil, hein, même si tu fais toutes tes cascades, il faut quand même une doublure qui teste avant. Voilà, On envoie le hamster, c'est moi. Et si tout va bien, on peut mettre l'acteur. Et effectivement, il a fait l'ensemble des cascades. Après, il y a des cascades qui sont moindres, qui n'ont pas forcément d'intérêt. Enfin voilà, quand il fait un saut de 27 mètres dans le vide et qu'il atterrit dans l'eau, enfin ça c'est lui. C'est une scène. Ah, c'est lui ça qui fait ça? D'accord. Moi, je l'ai fait 8 fois. Je crois qu'il l'a fait 3 ou 4 fois, mais il l'a fait. Tu vois ce que je veux dire. Donc les images dans le film, c'est lui qui saute. Les plans de dos, c'est moi. Enfin voilà. Mais en tout cas, il a fait le même saut que moi sur cette cascade, et dans les mêmes conditions. On n'a pas réduit ou ralenti la chute. Il a fait exactement la même chose que moi. Donc non. Et puis Tomer, c'est un très très bon cascadeur, on va dire. C'est quelqu'un qui arrive à bien mémoriser les chorégraphies de combat, qui se débrouille, qui a une bonne compréhension je lui ai fait faire une chute de 25 mètres de haut sur un matelas. Donc c'est pas n'importe qui non, c'est pas anodin. Faire ça. Ouais. Et c'est un mec qui est très doué, qui est pour moi, qui suit la carrière sans les thunes de Tom Cruise, parce que lui aussi il a sauté d'avion en faisant des loopings, en se jetant d'un biplane, enfin, et tout ce que fait Tom Cruise, je pense que Tomer, s'il avait les moyens de le faire, il le ferait aussi, quoi. Donc ouais, et encore, je trouve que, enfin, encore une fois, après tu m'arrêtes si je me trompe, mais je trouve qu'il a pas non plus la carrière qui mérite non plus, tu vois, parce que ça reste un acteur français, actionneur, enfin qui sait en tout cas engager vers l'actionneur. Bon, il a aussi des qualités de comédien, ça j'ai aucun souci là-dessus, mais je me dis que bon, tu vois, quand il fait Largo Winch, je me dis c'est un mec, c'est un futur grand, et finalement, tu vois, il a pas eu, finalement, tu te dis, il a pas explosé autant qu'on pensait qu'il aurait explosé. Enfin, c'est mon ressenti, hein, peut-être. Après, pour moi, c'est plus un problème du cinéma français, en fait. Le cinéma français, le public français boude les films d'action français. Ah, mais 100%. C'est infernal. C'est notre combat. Le seul qui a compris la recette, c'est Besson, qui fait des films d'action français, mais en mettant une tête d'affiche, un Liam Neeson, un Jason Statham. Enfin, voilà, tu vois. Et c'est ça qui fait que ça marche. Si tu prends un Taken, t'aurais mis Thomas Sisley dedans, je suis pas sûr que ça aurait marché. Tu prends Transporteur, t'aurais mis Alban, je suis pas sûr que ça aurait marché, tu vois. Ouais, Alban Lenoir, hein, pour les auditeurs. Alban Lenoir, bien sûr. Ouais, non, mais t'inquiète. C'est pas le talent des gens, hein, tu vois. Je pense que c'est vraiment qu'il y a, voilà, les films français sont un peu boudés. Ce qui est un peu différent avec les plateformes, tu vois. Ouais, alors tu vois, si on fait un peu de philosophie de comptoir, et enfin tu sais, les deux au comptoir à boire leur bière et à essayer de débattre là-dessus, je me dis, est-ce que
le cinéma, est-ce que le public boude vraiment les films d'action? Parce que pas sûr, parce qu'en fait quand tu regardes les plateformes ça cartonne. Je vais prendre juste l'exemple des Orphelins puisqu'on a reçu Olivier Schneider. Olivier Schneider, le film marche pas au cinéma. En tout cas, il est très en dessous des objectifs fixés. Par contre, il bascule sur les plateformes. C'est un gros carton. Alors il n'est pas encore sorti en France aujourd'hui, mais il est sorti dans tout le monde quasiment. Et il cartonne. Et je sais qu'en France, je suis quasiment sûr, j'ai un coupé qui va cartonner quand il va arriver sur Netflix en France. Et je me dis, est-ce que les gens, le public qui va voir des films d'action, est-ce que ce public-là, entre guillemets, a l'argent pour aller voir ces films-là au cinéma? Tu vois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi du fait qu'on est plus sur une cible plus populaire, entre guillemets, et c'est encore une fois sans jugement aucun, et qui fait que les gens, c'est plus simple de rester chez eux à regarder le film à la télé, tu vois. Donc je sais pas, tu vois, c'est. Pas certain, je pense que c'est une histoire. Je pense pas discussion de comptoir, hein. Attention. Non, je pense pas que ça soit une histoire d'argent parce que les gens vont voir des films d'action étrangers, tu vois. En fait, c'est quand entre un Fast and Furious et un Balle perdue, les gens ils vont aller, s'ils ont 10 balles à mettre pour aller au ciné, ils vont aller voir Fast, tu vois. En fait, la différence des plateformes, c'est que c'est accessible et en plus c'est mondial. Et c'est pour ça que même si les Français boudent, c'est pas grave parce qu'on s'en fout de la France, ça représente rien par rapport au monde. Et donc, c'est pour ça que tous les films, je dis bien tous, parce que franchement, à 90% des films d'action français qui sont passés sur plateforme, et j'en ai fait un paquet, moi, là-dedans, donc j'ai vraiment suivi, tu vois, notamment des Netflix, ça a toujours marché, quoi. Ça a toujours été numéro 1 pendant une semaine, 2 semaines de la plateforme. Et pourtant, enfin, je veux dire, on n'a pas les budgets des Américains. Quand tu regardes, enfin, alors c'est encore autre chose, mais le plus gros succès de Netflix, c'est Sous la Seine. Tu vois, donc c'est un film d'action français, on va dire. On n'a pas les moyens des Américains, mais ça a du succès, ça plaît parce que voilà, je pense que les actions elles sont cool, ça marche bien. Le film est très cool. Pour les balles perdues, tout ça, franchement, les cascades mécaniques, ils ont envoyé du pâté, donc il y a rien à dire là-dessus. Les combats ils sont charmés, donc on comprend pourquoi ça marche. C'est juste que voilà, je pense. Et en fait aussi, j'analyse beaucoup ça. Par exemple, tu vois, quand je fais un film Netflix français, je regarde au moment de la sortie, il y a le trailer généralement français et il y a le trailer anglais. Tu vois, en anglais, international. Je lis les commentaires. En français, ils défoncent le truc. Ah non, c'est encore lui, il est nul, j'y crois pas, c'est claqué. Ils défoncent le truc. Les Anglais, enfin le monde, on va dire, parce qu'ils parlent en anglais, je veux dire. International, du coup. International, les commentaires, c'est putain, c'est charmé, ça me fait penser à tel film, ça a l'air trop bien, je suis impatient de voir ça. Waouh, j'adore cet acteur, il a fait ça. Et on parle d'acteurs français, hein, tu vois. Donc, en fait, je pense que les Français, ils sont durs. On est peut-être un peu élitiste. Ouais, ils sont durs avec l'action. Et pourtant, on a été un pays d'action, hein, tu vois, les Belmondo, toutes les années fin 80, 90. Les films d'aventure français, ils cartonnaient à travers le monde. Si un mec comme Rémi Julienne est devenu une star internationale de la cascade mécanique, c'est bien parce que les films français cartonnaient à ce moment-là, quoi. Ouais, je sais pas ce qui pourrait faire que ça se relance un peu, parce que honnêtement, moi j'ai pas la même attente, tu sais, quand je sais que je vais voir un film d'action ou quand je vais voir un film un peu d'auteur où il faut réfléchir un peu, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est même limite en soi de faire une critique en mettant une note ou classer un film par rapport à un autre qui sont pas dans des mêmes genres. C'est une hérésie en fait, parce que tu classes pas pour les mêmes arguments en fait. Et je sais pas, c'est dommage. Nous on est les premiers défenseurs à essayer de pousser surtout le cinéma français quand ça sort. J'essaie de le mettre en avant. Et je sais pas. Pour moi, ce qui sort au cinéma en fait français d'action, c'est jamais vraiment action à 100%. On veut toujours raconter une histoire et au final on perd la partie action qui nous intéressait pour essayer de toucher un maximum de public alors qu'on s'en fout. Moi, je préférais voir un film, tu vois, genre par exemple The Raid. Ouais. On est complètement capable de faire ça en France. On s'en fout de l'histoire. Tu vois, l'histoire, elle est toute simple. John Wick, l'histoire, elle est claquée. Pareil, il y a rien. C'est devenu un truc mortel. Ils l'ont poussé. C'est devenu un univers qui est charmé. Ils ont fait. Mais le premier film, c'est son chien. On tue son chien, on vole sa voiture. Enfin, tu regardes les Hong Bak, on a volé le Bouddha, on a volé l'éléphant. On s'en fout de l'histoire. Par contre, l'action, elle est tellement charmée que moi, je serais prêt à aller voir ça au cinéma et pour passer un bon moment. Alors, c'est sûr qu'ils feront pas des millions d'entrées, mais le budget du film, je pense, pourrait devenir rentable. C'est juste, je pense, un choix de
un choix de financement qui aujourd'hui, les producteurs sont plus frileux, ils préfèrent mettre de l'argent dans des comédies, ils sont sûrs que ça va marcher, plutôt que de faire un truc 100% action, quoi. Ouais, c'est là où c'est dommage. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Sous la scène, donc film de Xavier Jans. Ouais. Tu parlais de The Raid. Moi, le premier truc auquel je pense, c'est Farang. Farang, moi, ça m'a mis une claque énormissime, ce film. Je trouve que il y a une idée de réal, le scénario, encore une fois, c'est pas non plus pour ça qu'on y va. Il y a une prestation physique de Nassim Lies qui est juste ma boule. Et le film, je le trouve, il déboîte, quoi, tu vois. Et tu te dis, putain, on sait faire des films de baston aussi en France. Bien sûr. Mais pour autant, pas sûr qu'il ait beaucoup fonctionné. Je sais pas, j'ai pas regardé les chiffres, je pense qu'il a fait moins de 200 000, mais faut voir combien il a coûté, tu vois. Quasiment rien, je pense. Ouais. Donc peut-être que c'est rentable, tu vois, peut-être. Et moi, je sais que j'avais été voir ce film pour soutenir, justement, tu vois, en me disant, tiens, putain, film d'action français, on y va, quoi. Et pareil, j'ai bien kiffé, quoi. Donc ouais, et c'est le contre-exemple, tu vois. En fait, c'est vraiment le truc où ils ont été à fond dans l'action, et pour le coup, voilà, c'est un bon film d'action. Ah, c'est un très bon film d'action. Moi, ça m'a mis une claque. Je l'ai découvert un peu après tout le monde, mais je me dis, ah ouais, d'accord, on est capable de faire ça. Et on se rend compte, en fait, qu'on est capable de faire plein de choses. T'as cité tous les films que t'as cités. Il n'y a pas à dire, quoi. Ça tient la route. Je veux dire, on n'a pas à rougir de ce que peuvent faire les Américains. Et aujourd'hui, je pense que l'argument que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on est des vrais artisans du cinéma d'action. Parce qu'on travaille encore un peu à l'ancienne. On n'est pas toujours en train de tout maquiller sous les CGI. Il y en a un peu. Mais on a encore beaucoup de cascades en dur. Et je trouve que ça apporte du réalisme. Et je suis persuadé que dans 10-15 ans, tu reprends les films, ça va pas bouger. Ça aura pas bougé parce que c'est ce qui vieillit le mieux dans le temps. On le voit, hein. Moi, je suis en train de me faire des sessions des films des années 80-90 où il y avait beaucoup d'effets en dur et pratiques. Ça bouge pas. Oui, il y a la patine du temps parce que le film il date des années 80, mais ça bouge pas. Bien sûr. Je trouve. Non, bien sûr. Moi, j'ai noté qu'en tout cas, qu'à partir de Largo Winch, ça pète un peu pour toi. T'es sur de plus en plus de projets. J'ai noté que t'avais tourné notamment un peu aux États-Unis, notamment avec 3D to Kill, avec Kevin Costner. Est-ce que t'as beaucoup travaillé à l'étranger? Parce que j'ai balayé ta filmo, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui ressort le plus, en tout cas. Non, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Alors, sur 3 Days to Kill, j'ai pas été aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, c'est très compliqué d'y aller. Je devais y aller sur ce film à la toute fin, parce qu'ils faisaient des reshoots là-bas. Le truc, c'est que ils ont un syndicat qui protège vachement les métiers américains, et notamment cascadeurs. C'est-à-dire que pour un cascadeur étranger qui viendra en France, il faut reprendre la même chose américaine. Donc, pour une production, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Voilà. Moi, j'étais venu en tant que doublure de Kevin Costner sur ce film. Il fallait qu'ils prennent quand même un Américain qui sera resté une journée sur sa chaise à attendre. Voilà, ça paye, quoi. Donc non, j'ai pas été aux États-Unis sur ce film-là. On a tourné en France, on a tourné en Serbie, je sais plus où on a tourné. Mais la carrière, elle s'enchaîne bien à partir de ce moment-là. En fait, c'est aussi une question d'âge, je pense, parce que entre 20 et 30 ans, tu colles moins à des rôles, à des doublures, tu vois, d'acteurs. Enfin, à l'époque où je bossais, mais j'avais constaté ça, tu vois. Et puis aussi peut-être d'affinité avec les régleurs, parce que c'est pareil, quand tu as 20 piges et que ton régleur il en a 50, il y a un peu de décalage quand tu vas partir 3-4 semaines avec lui tous les jours, on est potes, quoi. Donc peut-être qu'à 30 ans, tu es un peu plus lié tu partages un peu plus de choses avec le régleur et il peut y avoir... Je vois que tu es un homme de régleur parce que tu bosses souvent avec les mêmes personnes. Moi, j'ai noté pas mal de noms de personnes. On avait donc Alain Figlartz, Philippe Guégan, Manu Lanzi. Tu as quand même beaucoup bossé avec Manu aussi. Dominique Foissier, j'ai vu. Il y a pas mal de noms qui reviennent dans ta filmo de gens avec qui tu as collaboré. Donc, généralement, quand il y a comme tu dis, hein, quand il y a ce lien qui est créé, c'est quand même plus simple de bosser avec les gens qu'on connaît puis surtout qu'on apprécie, je pense. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est vraiment un métier de lien, quoi. Donc, ouais. J'ai vu aussi qu'en parallèle de ton métier de cascadeur, tu es aussi dans la transmission, puisque dans les années 2010, tu rejoins. Alors je sais pas, il faudrait que tu m'expliques un peu parce que là-dessus, ton lien avec le campus Univers Cascade. Voilà, est-ce que tu veux m'en toucher le mot? Est-ce que tu es juste intervenant? Est-ce que tu es à l'origine de la création? En fait, on me contacte à la création de cette école, donc du campus Univers Cascade. Ils avaient lancé une session en avril, je crois, ça devait être 2009, et ils me proposent d'intégrer l'équipe pour la session d'août 2009 de la même année.
À l'époque, faut savoir que les écoles de cascade, c'était assez mal vu. Ben oui. Donc moi, j'y vais un peu à reculons. Je rencontre le directeur, on a un bon feeling. Je lui dis, on communique pas sur mon nom pour le moment. Je vais venir faire une session, je vais voir ce qui s'y passe, et puis on verra ensuite, quoi. Et en fait, je fais cette session en août. Les infrastructures, elles sont là. Tout ce que je leur ai demandé, tout est là, voire plus. Et surtout, les jeunes, ils sont géniaux, ils sont hyper motivés. Il y a un bon état d'esprit. D'un coup, ça me booste. Et je me dis, bah, tu sais quoi, on va changer la donne. Plutôt que dire qu'il n'y a pas d'école de cascade en France, on va essayer d'en créer une bonne et montrer la différence avec cette école et former les élèves du mieux possible, quoi. Et c'est pour ça que je me suis énormément investi dans cette école. C'est moi qui ai amené les premiers intervenants. Donc voilà. Et j'ai porté l'école sur mes épaules avec ma notoriété. C'est la sensation, pour rien te cacher, que j'ai eue de l'extérieur. Moi, j'avais la sensation, quand je prends ça un peu de l'extérieur, que t'étais limite le créateur du truc, parce qu'on t'étais un peu le porte-étendard de... En tout cas, le ressenti que j'ai. Hein. Voilà. C'est un peu le porte-étendard de cette école. Le directeur, c'était un jeune cascadeur qui lui voulait devenir cascadeur et qui a changé de direction et qui s'est mis à monter cette école, l'école qu'il aurait rêvé avoir. Il s'appelle Luca Dolphus d'ailleurs, et ce jeune a monté un empire, quoi. C'est énorme ce qu'il a monté, cette école, c'est incroyable, c'est énorme. Et je suis très content d'avoir été là pour lui, tu vois, de l'avoir soutenu au début. Et moi, ça m'a valu beaucoup de problèmes parce que, comme je te le disais, les écoles de cascade étaient mal vues à l'époque. Donc d'un coup, moi, de soutenir, ça m'a fait perdre des plans. Il y a des régleurs qui voulaient plus bosser avec moi. Enfin, ça a été assez particulier et j'avais rien à gagner. À cause de ce qu'elle. D'accord, ok. Oui, parce que moi, en fait, je fais pas partie de la société. Je touche pas de dividendes sur les inscrits. Non, t'es prestataire. Voilà, je suis en prestataire. Je viens donner mes cours, c'est tout. Donc, mais je chantais que c'était une bonne, et je pense pas m'être trompé aujourd'hui, hein, vu ce que c'est devenu, mais je sentais que c'était une très bonne idée et qu'il fallait changer la donne en France. Donc c'est pour ça que je me suis investi énormément pour cette école. Bah, je pense que malheureusement, c'est une école qui a popé en même temps que toutes ces écoles, entre guillemets, privées, je mets des guillemets, qui voulaient être formées dans le gaming, qui voulaient être formées dans tous ces nouveaux métiers, et qui étaient souvent associés au bullshit, tu vois, au côté tu payes en fait ton année et puis en fait derrière c'est du vent, c'est de la merde, les intervenants sont pas crédibles, et je pense que il y a un amalgame qui a été fait. Bon, si vous avez réussi à prouver le contraire, c'est tant mieux. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que un des noms de cascadeur, cascadeuse même, qui ressort de ce campus, c'est Aurélia Agel. Elle sort de là, non? Elle sort pas de cette école-là? Ouais, Aurélia, elle sort du campus. Aurélia, pareil, c'est une histoire assez particulière avec Aurélia que j'ai, c'est que je la rencontre. En fait, moi, je venais plus trop au campus. Je me suis beaucoup investi en fait pendant 5-6 ans. C'est qu'après j'ai eu des enfants, j'avais aussi beaucoup de boulot et toutes les sessions elles tombent pendant les vacances. Donc à un moment, c'est soit tu passes 2 semaines avec des jeunes que tu kiffes, ou avec tes jeunes à toi. Voilà. Oui. Donc voilà, je me suis un peu éloigné des formations et puis surtout aussi, quand tu as formé des gens pendant 5 ans, 6 ans, c'est compliqué, tu vois, de répéter les mêmes choses, refaire. Moi, j'aime bien avancer, évoluer, apporter des choses. Et là, j'avais fait un peu le tour, donc je préférais qu'il y ait du sang neuf, tu vois, plutôt qu'un mec, un vieux qui en a marre d'enseigner, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis un peu éloigné de l'enseignement au sein de la formation, même si j'y gardais toujours un œil, tu vois, et tous les élèves qui passaient, je check toujours un peu qui passe par là et le niveau. Et Lucas justement me contacte et me dit écoute, on était dans le sud avant, tu vois, c'était basé dans le sud. Aujourd'hui on est dans le nord. Et il me dit c'est la dernière session, on va partir du sud, l'endroit il est mortel, ça serait bien si tu venais. Et en plus je crois qu'il y a TF1 qui fait un reportage. Ça serait vraiment cool si tu pouvais y être, tu vois. Et donc je suis venu une semaine et sur cette semaine, Aurélia s'était inscrit. On se rencontre, gros feeling.
Je le dis pas à beaucoup de gens, mais je lui dis à elle, je dis écoute, voilà, tu devrais continuer parce que t'as tout pour réussir. Elle avait une bonne base martiale, elle est grande, Ah ouais. elle est jolie, elle a un gabarit qui sort du lot. On avait beaucoup de cascadeuses qui étaient très fortes, mais qui font 1m65, 1m70. Là, on a une meuf qui fait presque 1m80. Donc ça change. Elle est toute jeune, elle va avoir 17 ans. Et donc voilà, c'est le hasard qui fait que je la croise. On est en avril. Au mois de septembre, Alain Figlartz m'appelle pour l'assister sur un film, c'est Anna de Luc Besson, et il cherche une doublure, je veux dire pour l'actrice qui est une mannequin, Sacha Luce, donc 1m80, toute fine, et il me dit t'as quelqu'un? Je dis mais je vois personne en France en cascadeuse, il y a pas ça. Je réfléchis et je dis écoute, j'ai rencontré une gamine, elle a un potentiel de ouf, mais elle est débutante quoi en cascade. C'est la seule pour moi qui pourrait correspondre. Est-ce que tu veux la voir? Il me dit vas-y, fais-la monter à Paris, on la teste et puis on voit. Et puis bah la meuf, elle est montée, elle a niqué le game. Et puis depuis. Ah, tu peux le dire, ouais, parce qu'elle est incroyable. Je pense que c'est en cascadeuse. Il y en a plein, hein, des très très bonnes cascadeuses, mais Aurélia, elle est impressionnante. Hein. Je trouve que déjà j'aime bien son style martial parce qu'elle est très aérienne dans ses coups de pied, dans ses coups de poing, mais elle a un flow de dingue dans les coups. Bon, elle vient du sanda, hein, si je dis pas de bêtises, donc c'est ça. voilà. Donc elle a fait karaté, judo à haut niveau et le sanda et ouais. elle s'est tapée en fait. C'est pas taekwondo? Elle est pas du taekwondo? Elle a fait aussi du taekwondo. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, la différence, c'est qu'elle s'est tapée, tu vois. Donc, en fait, je trouve qu'il y a un côté véridique et pas juste de la danse, on va dire. Parce que pour moi, ce qu'on fait, c'est plus de la danse que des arts martiaux. Oui, hein, tu vois. c'est chorégraphique, quoi. On cherche pas l'efficacité dans nos coups, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'impact. Mais par contre, je pense que d'avoir ce passif-là, c'est ce qui a fait la différence chez elle, quoi. En plus de son gabarit et ses qualités physiques assez hors normes, quoi. Ouais, tu vois, je le dis pas souvent, mais clairement, bon, elle est souvent associée, elle fait de la doublure. Voilà, elle a fait Charlize Theron. Bon, tu dis, elle est dans Anna. Typiquement, c'est quand tu disais, je pense, que c'est le genre de cascadeuse qui pourrait, dans pas longtemps, basculer en tant qu'actrice, tu vois. Moi, je la pousse d'accord. Je la pousse. Elle a le potentiel. Il y a la barrière de la langue. Après, je sais pas comment elle maîtrise son anglais ou pas, comment elle est au niveau de la langue, tout ça, parce que c'est jamais évident de percer aux États-Unis. Mais je pense qu'elle aurait trop moyen d'avoir un rôle d'actrice badass, tu vois, qui casse tout, quoi. Et il y aurait moyen. Pour moi, typiquement, tu vois, elle aurait pu avoir un rôle dans Kingsman, tu vois, Sofia Boutella, l'actrice qui est le bras droit de Samuel Jackson. Et elle aurait pu, typiquement, tu sais, c'est un rôle un peu muet, juste de performance, parce qu'elle se tape. Et au final, Sofia, ils l'ont doublé. Je crois que c'est les frères Nop qui ont doublé Sofia pour les scènes de baston. Donc non, Aurélia, tu vois, typiquement, dans un rôle comme ça, elle aurait pu percer et flinguer le game, quoi. Donc oui, moi, je la pousse vers ça. Il faut qu'elle se bute en comédie, il faut qu'elle continue. Et je lui dis, voilà, essaye d'arrêter de faire des doublures. Enfin, il faut manger, hein. Mais plus tu pousses vers la comédie, plus un jour ou l'autre on va te proposer. Et elle est encore jeune, donc elle a encore un peu de temps. Mais ça passe vite. Et on est vite périmé à Hollywood. C'est triste à dire, hein, mais c'est la dure réalité. Mais c'est vrai que moi j'avais vu une interview d'elle justement où elle était dans... Enfin, c'est une interview d'elle où c'était plutôt une phrase qui a été sortie d'un tournage où Dave Bautista disait d'elle qu'un jour il allait lui offrir un rôle et j'ai pas l'impression que ça soit arrivé encore. Ou alors je l'ai loupé. Je crois qu'elle l'a fait dans un avion. Elle a vu c'était un petit rôle. C'était... Ah, c'est ça, mais c'est quel film du coup? Parce que je sais plus lequel film c'est. On sait plus. Tu vois, j'ai pas retrouvé ce que dans les. Un avion, je crois, elle est en hôtesse de l'air. C'est ça. Il l'a fait venir sur le tournage. Il avait demandé expressément pour que ça soit elle. Donc elle a un petit rôle d'hôtesse qui se tape. Mais oui, ça finira par payer de toute façon. Elle a un gros réseau. Voilà. Oui, clairement, elle est bien implantée, je pense, dans ce milieu-là. Donc je pense que ça finira par payer à un moment donné. Enfin, on la verra en arrière-plan un jour. Non, mais ce qui fait chier, c'est qu'encore une fois, ça va être les étrangers qui vont l'utiliser. Alors qu'en France, on a ce talent, on pourra l'utiliser, ils la connaissent. Et ils attendront que ça soit une star aux États-Unis pour dire on l'a sur notre tournage, quoi. Parce qu'elle travaille quasiment pas en France. Plus beaucoup. Mais je sais que moi, quand je la faisais travailler beaucoup en France avec moi, il y a des producteurs qui s'intéressaient vachement à elle, qui me disaient putain, il faut que j'écrive un truc sur elle et tout ça. Sauf que derrière, il y a plus rien, quoi. Tu vois. Et
C'est dommage. Ils vont encore une fois, ça va être encore les États-Unis ou un autre pays qui va lui donner sa chance. Et derrière ça, nous, on sera ah ouais, bah tiens, on va la récupérer. Sauf que Ouais, ou si j'avais su. ouais, Tu sais. ça C'est toujours. bien d'être outsider, tu vois, de tenter un peu. Ouais, mais encore une fois, tu vois, c'est encore une fois le cinéma d'action américain où tout ce qu'on peut dire est assez décomplexé parce qu'ils n'ont pas de problématique à balancer de l'action à tout va. Comme tu le dis, nous en France, on est un peu bridé là-dessus et on est peut-être un peu trop élitiste, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est là aussi où c'est compliqué de faire avancer les choses aussi à ce niveau-là chez nous. Mais ça bougera peut-être un jour, on sait jamais. Espérons-le. Faut jamais dire jamais. 2018, tu es sur un film sort avec Jean-Claude Van Damme qui s'appelle Lucas, film de Julien Leclerc, où dessus tu es cascadeur. Conte-moi un peu, c'était comment de tourner avec Van Damme. Bah, je suis quoi, Van Damme, donc grosse rencontre. Ouais. Et ouais, scène hyper intéressante. En plus, le régleur, c'était Patrick Vaux. Oui. Il voulait un peu changer la donne, tu vois, Patrick Vaux de l'équipe d'Olivier Schneider aussi. Exactement. Il voulait un peu changer la donne avec Van Damme, voilà, sortir un peu de ses coups de pied haut et repartir sur quelque chose de plus brutal. Donc voilà, on avait travaillé dans ce sens. On a essayé de monter une baston dans des sous-sols là d'un club. Qui est très chouette cette baston. C'était très cool quoi. En plus, moi j'avais une bonne intervention avec lui, on se castagnait bien, donc c'était très cool. Donc gros kiff et puis voilà, sacré personnage quoi. Oui, et puis ça reste dans tout ce qu'il a pu faire dans les années 2010. Je pense que c'est un de ces très bons films de cette période-là, tu vois, qui sort vraiment du lot par rapport à tout le reste, qui est quand même assez fade, on va se le dire. Enfin, ça n'engage que moi, mon avis. Mais moi, c'est un film que j'ai revu, que j'ai vu au cinéma, que j'ai trouvé très très bien. Et c'est voilà, il joue un personnage, on lui donne quelque chose à jouer, et c'est vraiment intéressant. Parce qu'après, je trouve que bon, c'est pas terrible quoi, ce qu'il a pu faire. Même les deux derniers là qu'il a pu faire pour les plateformes, pour Netflix et puis pour Amazon Prime. Bon, le dernier Mercenaire, je vais pas dire que je veux le sauver, mais il y a des choses intéressantes. Le Jardinier, non. Mais pour le coup, je trouvais que Lucas, c'était quelque chose qui sortait vraiment du lot, quoi. Donc après, ouais, je note que t'as quand même pas mal de. Tu te retrouves dans les trucs que j'ai notés. Hein. Tu fais du Nicky Larson pour Philippe Lachaud. Tu es sur Six Underground pour Michael Bay. Tu tombes pour Verhoeven. Tu fais tout ça la même année. C'est un truc incroyable quand même. Ça, 2018, c'est une année folle pour toi. Ouais, grosse année. Ouais, c'était une grosse année. Et c'est drôle parce que tu parlais tout à l'heure de Hugo Barillet, Marvel et tout ça. En fait, on m'avait proposé de faire le show Marvel aussi au même moment en fait. Ça devait tomber pour septembre et donc j'étais en lice contre Hugo, tu vois. Ils ont sélectionné Hugo. Je t'avoue que j'étais un peu déçu parce que moi, tu sais, j'ai commencé là-bas, donc je connaissais sur le papier. Tout était bien pour moi, tu vois. Et donc après, c'est la vie, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont choisi Hugo. Je t'avoue que sur le moment, j'étais mal parce que Disney, c'était quand même une assurance de travail. C'est du spectacle. Ça te fait taffer quand même pas mal. Mais en fait, j'ai eu des opportunités qui sont tombées, comme Benedetta, et Chambon en plus avec Manu. On est parti en Italie. Juste derrière, je repars en Italie pour faire le Michael Bay. C'est des expériences en termes de vécu, de cascade qui sont fous. Et j'aurais pas vécu ça chez Marvel. Surtout en plus, entre moi, les rendez-vous que j'avais eu avec eux, Disney, et le spectacle quand j'étais le voir, je juge pas la qualité des cascadeurs, hein. Je juge juste la mise en scène. C'est catastrophique par rapport à ce qu'on m'avait annoncé. Donc au final, je suis très content que la vie ait mis sur le côté sur ce truc-là. Comme quoi, en fait, voilà, des fois on a des échecs, mais voilà, c'est pas fini et derrière ça peut rebondir. Donc au final, je suis très content de ma carrière sans être passé par cette case-là, quoi. Ouais, non, complètement. Puis, franchement, c'est une super année, hein, parce que le Six Underground, c'est un bon Michael Bay avec des bonnes idées. Je sais pas qu'est-ce que tu avais fait dessus. Tu te souviens un peu de ce que tu faisais sur j'ai fait toute la scène d'ouverture, la scène de course-poursuite avec la voiture verte là. Oui, complètement. Donc c'est hyper intéressant pour moi parce qu'en plus, pour le coup là, j'étais pas uniquement que cascadeur physique. Je faisais aussi de la méca. Je conduisais des voitures, je conduisais des motos. Donc c'est un univers un peu nouveau pour moi, même si j'avais déjà des bases là-dedans.
Là, sur le coup, tu te retrouves sur quand même une grosse machinerie. T'es avec une équipe de cascadeurs de Hollywood, c'est que des tueurs. Enfin, quand tu discutes avec eux, les gars, il y en a certains, ils avaient commencé sur les Shérif, fais-moi peur. Oh Je sais oui. pas si c'est ça. Tu Oui, vois, oui, et le mec a fait complètement. toute sa carrière là-dessus. Il me dit, Tu je parles sais de la pas, série télé. La série télé. exactement. Ah ouais, La truc de série fou. télé. Il me dit, il doublait un des frères Duke là. Il me Ouais. dit, voilà, dès qu'il y avait une voiture, c'était moi qui étais dedans. Il me dit, je sais pas combien de voitures j'ai cassées, mais peut-être, je sais pas, 1000 voitures sur cette série, quoi. Enfin voilà, c'est des XP de ouf. C'est vraiment super de partager ces moments avec ces gars-là. Et donc, ouais, de se retrouver à leur côté, c'était une belle aventure. Et comment est l'ambiance de tournage sur le plateau de Philippe Lachaud, Nicky Ah, Larson? je voudrais quand même dire Michael Bay. Michael Bay, j'allais dire, c'est un ouf. Ouais, alors Et Michael Bay, on sur le la sait, mais parce qu'on sait qu'il est très dur avec ses équipes, donc je pense qu'à mon avis, ça va pas être simple. Mais c'était pour casser un peu l'ambiance. On me disait, tiens, Philippe Lachaud, quand on fait Six Underground, et puis on fait Nicky Larson. Non, Nicky Larson, c'est chambé parce qu'en fait, c'est Oui. un projet qui arrive, qui est encadré par Marc David et Kefi. Et en fait, c'est des potes, c'est des jeunes, tu vois, c'est la génération d'en dessous de la mienne, c'est des mecs que je suis depuis le début, que je supporte un maximum. Et en fait, c'est la première fois qu'ils arrivent à se vendre en tant que réalisateur deuxième équipe. Tu vois, ils arrivent en mettant les scènes d'action clés en main, en les filmant et tout ça. Donc moi, je suis très content de participer à ce projet, même si moi, Nicky Larson, c'est pas du tout mon univers. Je connais, ça m'a plu quand j'étais petit, mais j'étais déjà un peu trop vieux pour être aussi fan qu'eux. Mais en tout cas, j'étais très content de participer à ce tournage avec cette équipe. Lachaud, je connaissais pas du tout. Mais le tournage, bonne ambiance, quoi. Bonne ambiance. Ouais, non, mais puis le film est réussi. On peut dire ce qu'on veut de Philippe Lachaud. Son Nicky Larson est vraiment comment dire une très bonne surprise pour une adaptation de manga. C'est jamais évident de s'attaquer à un truc où il y a beaucoup d'attentes de la part des fans, et je trouve que c'est, en tout cas, il est meilleur que celui de Jackie Chan. Il peut au moins se féliciter de ça. Non, c'est clair. Non, et puis j'avais regardé les critiques, et c'est pas évident, tu vois, encore en France, où il l'avait défoncé. Et en fait, après la sortie du film, là, au contraire, les critiques, elles étaient ah ouais, en fait, on s'est un peu avancé, c'est quand même pas mal. Ouais, Donc, non, je pense que on lui a beaucoup craché dessus, et finalement, on passe quand même un bon moment. Après, il y a les codes de Philippe Lachaud, qui recycle dans tous ses films, mais en tout cas pour Nicky Larson et le parfum de Cupidon, ça marche. Donc ça, je pense que ça va avec le personnage. Je vais tomber sur un terrain parce que pareil, je trouve que l'arc de carrière est quand même très sympa. Donc tu démarres parce que tu dis que tu as une grosse appétence pour les films d'horreur, et donc tu démarres avec Bloody Mallory. Bon, tu te dis, t'aurais pu t'en arrêter là en disant non, je ferai rien d'autre. Et par contre, tu travailles sur le très chouette projet avec Manu Lanzi, Marianne, la série télé qui a malheureusement été annulée, et qui, je trouve, en termes de flip et d'horreur à la française, pour moi, ça m'a mis une claque de folie. Et là-dessus, qu'est-ce que tu faisais, toi, sur Marianne? En fait, là, je remplaçais Manu parce que j'avais une cascadeuse qui faisait une chute d'escalier. Donc, j'étais venu régler cette chute. En fait, je me souviens plus quel personnage elle jouait, mais voilà, elle chutait dans les escaliers, et donc voilà, c'était juste un petit remplacement de Manu sur ce projet que lui a encadré complètement, quoi. Ok, très bien. Mais par contre, le projet qui m'intéresse, moi, c'est The Substance, parce que là, franchement. Parce qu'on parle de cinéma d'horreur. Là-dessus, tu es régleur de cascade, hein, si je dis pas de bêtises. Tu es coordinateur là-dessus. Et waouh, quel film, quoi. Enfin. Ouais, c'est un sacré projet. Ce film, assez particulier, une réalisatrice très très particulière. C'est drôle, j'ai un peu quand je parle d'elle autour de moi, il y a un peu le syndrome de Stockholm, tu vois, le fait de, tu vois, comment dire, de tourner avec quelqu'un et que tu te dis plus jamais de ma vie, et puis en fait tu te prends d'affection pour elle. En fait, moi, elle m'a jamais manqué de respect, c'est juste qu'elle était dure. C'est que à chaque fois que je lui disais pour cette scène, ça va pas être possible, va falloir faire ça comme ça, elle me disait non, comment, non, trouve une solution. Mais il y a pas de solution. Si je te dis ça, c'est que j'ai cherché toutes les solutions, tu vois. Et donc en fait, c'était très très compliqué à tous les postes, hein. Il y a des gens qui sont partis rien que dans la préparation, tu vois. Je crois que les SFX se sont barrés dès la préparation du film. Moi, le directeur de prod m'avait déjà prévenu, m'avait dit attention, elle a ses idées en tête, elle sait exactement ce qu'elle veut pour les chorégraphies de combat, grosso modo.
tu vas pas faire grand chose. Moi, je pensais, comme dans tous les films, j'apporte un peu quelques idées. Non, rien à foutre. Elle savait exactement ce qu'elle voulait, j'avais rien à faire. Donc j'étais vraiment là pour encadrer le tournage, pour protéger les comédiennes, pour rendre tout ça le mieux possible. Mais ça a été un tournage assez particulier. Très contrôle fric, du coup. Comment ? Contrôle fric, elle veut vraiment tout gérer, quoi. C'est. Ouais. En fait, mais après coup, tu vois, avec le retour, parce que j'ai suivi aussi le projet après, tu vois, je sais que je crois que Universal, c'est Universal, s'est séparé à une semaine de la sortie à Cannes. C'est cassé du projet, tu vois, parce que c'était très compliqué, tu vois, de bosser avec elle. Mais elle a fait un film de dingue, en fait. En fait, Le film est fou. Ouais. Elle y croyait, elle savait ce qu'elle faisait. Donc pour moi, c'est un peu du génie, tu vois. Alors après, effectivement, elle a l'art de... quand même, hein, de partir avec autant de certitude. On connaît plein qui ont fait ça, qui se sont bien lourdés derrière. Bon, elle, par chance ou non, par talent, elle nous a sorti une masterclass, parce que franchement, le film est incroyable. Moi, j'en suis sorti complètement lessivé de ce film. Et ça me fait rarement ça. Et donc, on peut lui reconnaître qu'elle a fait un super boulot. Maintenant, il ne faudra pas qu'elle se loupe pour le deuxième, parce que je pense que tout le monde l'attend au tournant. Bon, on l'attend, tu vois. Après, oui, après, en tout cas, elle a fait un truc génial. Elle a marqué les états d'esprit de tout le monde. Moi, j'étais très content de bosser avec Demi Moore et Margaret Qualley. C'était une belle rencontre aussi. Elles sont incroyables, les actrices. Incroyables. Elles sont charmées. Et pour moi, elle a un peu relancé la carrière de Demi Moore. Et c'est un peu un clin d'œil sur sa carrière, ce film-là. Donc oui. Non, big up à Coralie pour ce truc-là, parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui ont douté tout le long. Et au final, même si elle n'a pas de prix, je pense qu'elle a marqué les gens à tout jamais, quoi, avec son film. Elle a été nommée quand même avec le film. Elle a eu un prix, pardon. Enfin, mais pour moi, c'est pas un prix qui compte. Enfin, elle a le prix du meilleur scénario. Enfin, tu vois, quand tu regardes le film, c'est pas ça. Ce à quoi tu t'attends. Tu vois, on s'attendait plus au meilleur film ou à la réal. Ou à la réal, ou au moins pour Demi Moore en performance, tu vois. Mais parce que la réal est incroyable. Enfin, franchement. Ouais, moi j'ai adoré le. Mais déjà, en fait, pendant le tournage, en général, ce qu'ils font pendant les tournages, ils montrent un petit extrait du film, soit une bande-annonce, soit une scène, tu vois, à l'équipe lorsqu'on fait une fête de milieu de tournage, on va dire ça, pour booster un peu les équipes. Et déjà, on avait pris une claque. Ils avaient fait une bande-annonce. J'avais fait ah ouais, lourd. Tu sais, d'un coup, tu dis ok, ça tue, l'image elle est belle. Ça annonce quelque chose de grand. La photo est magnifique. Ouais. Et on était qu'au milieu du film, tu vois. Il nous reste encore beaucoup de scènes à tourner, donc tu dis ouais, ça envoie déjà. Donc cool. Ok, ouais, vous avez déjà pendant la production du film, vous avez déjà un regard en vous disant ouais, ça va être incroyable, quoi. Ok. Ça, en fait, en général, quand tu es assez proche du réalisateur, lui, il est obligé de faire des montages pour les producteurs pour rassurer les financer, tout ça. Donc des fois, ces montages, le réal, il t'appelle, il dit viens, parce qu'il veut pas montrer ça à toute l'équipe, sinon il passe la journée. Et il te dit viens, je vais te montrer. Et tu as le droit à voir un peu une bande-annonce ou la première scène, la scène d'ouverture du film, ou tu vois, ou une scène particulière d'action qu'il a prémontée. Et là, comme ça donne un petit aperçu, tu vois, de ce que ça va donner. Donc c'est assez cool. Ouais. Non, franchement, c'est une très bonne surprise. Franchement, tu vois, t'as bossé dans les projets un peu bizarres. Alors, j'ai vu que tu t'étais occupé de la partie Torche humaine, je crois, de mémoire, sur Titan, si j'ai bien lu. Dans les projets un peu bizarres, j'ai préféré The Substance à Titan, que pour le coup, j'ai détesté. Donc voilà. Mais ouais, je comprends. C'est pareil, je suis d'accord. Pour moi, c'est deux réalisatrices qui sont assez barrées, tu vois, dans leur univers. D'ailleurs, Julia Ducournau, je travaille avec elle demain soir. Je fais un clip pour elle. D'accord. Mais tu vois, c'est des gens, voilà, qui ont. Ouais, un clip de musique. Je peux pas citer l'artiste encore, mais non, voilà. Non, mais je sais pas ce que je te demande, mais c'est que c'est intéressant de te dire que tu peux aussi aller bon, on le sait, mais que j'aime bien toujours le remettre en avant pour les auditeurs, que tu peux être amené à faire un film un jour, puis aller sur un clip de musique, et puis que même que les réalisateurs, on est habitué à les voir faire du cinéma, pendant une partie, ils vont faire du clip musical, quoi. Donc c'est assez fou de te dire ça. Bien sûr, bascule. Mais ouais, ils ont en fait, c'est deux réalisatrices qui ont des univers bien barrés, et surtout elles savent ce qu'elles veulent faire, quoi. Tu vois, c'est le nombre de fois où je me retrouve sur des projets où le réal, je sais même pas, il arrive sur le plateau, les mains dans les poches, il regarde un peu ce qu'il va, il pense sa scène sur le moment.
Là, t'as des meufs, le film, il est déjà monté dans leur tête depuis des mois, quoi. Donc c'est une vraie différence, une vraie lecture différente de ce métier, quoi. Ouais, puis dans les deux cas, que ce soit Julia Ducournau ou Coralie Farja, on sent qu'elles ont été au bout de leur délire, quoi. Elles ont assumé leur délire jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est fou. Dans les derniers trucs que j'ai notés, on va le citer parce que Olivier Schneider est venu dans le podcast. T'as été sur les orphelins aussi. T'as été cascadeur sur les orphelins. Ouais, Olivier m'avait appelé, m'avait proposé un petit rôle qui a été coupé, mis en mode bande-annonce. Normalement, c'était une scène d'ouverture. Ça a été fractionné avec la présentation d'Alban et celle de mince, j'ai oublié le prénom d'Alim Salah. Dali Salah. Bref. Dalim Salah, tu vois. Ouais. Ça a été fractionné, donc on n'a pas la scène dans son. T'es au début, t'es dans le camion. Mais je suis dans le camion, c'est ça. Sauf que j'avais du texte, j'avais une scène avec Alban, on se tapait, c'était très très cool. Okay. Donc, mais c'était très très cool parce qu'en plus c'était cool de le faire avec Alban, tu vois, c'est un gars que j'apprécie et on se suit aussi depuis très très longtemps. Hein. Moi, Alban, je l'ai connu, il était chez Manu. Pour moi, c'était un cascadeur, tu vois. Et donc ça, je te reparle de ça, c'est des années 2000. Oui. Et donc c'était très cool. J'étais très content que Olivier me propose ça. Quand il m'a appelé, voilà, je dis direct, mais mec, je suis trop fier de faire partie de ton film. C'est le premier réalisateur en France, donc carrément. Et puis il me tapait contre Alban, trop bien, quoi. Donc l'expérience sur mai, c'est dommage que la scène a été coupée. Après, voilà, c'est des choix artistiques, mais en tout cas, l'XP a été super cool le jour du tournage, quoi. Acteur, c'est un truc qui t'intéresse ? Pas plus que ça, en fait. Je suis toujours content, tu vois, d'avoir une petite scène sympa. Maintenant, si je joue ce que je suis, enfin quelque chose de proche, voyou, policier, voilà. Maintenant, tu me demandes un rôle de composition. Je suis un avocat du XVIIe siècle. Non, mais bien sûr. Dans tes cas, oui. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis comédien, tu vois. Je me débrouille sur des trucs simples, mais voilà. Non, mais c'était une question ouverte. C'était voilà. Mais on est d'accord que tu fais aussi tu fais un flic aussi dans Balles perdues, hein, je crois de mémoire. Hein. C'est. Je me tapais contre Alban. C'est moi qui l'arrête. Oui. On était 10-12 dessus. Je finis par le stopper. Ouais. Sacrée scène d'ailleurs. C'était très cool. Ouais, belle chorégraphie de Manu encore. Franchement, c'était. Ouais, Manu, cool. Moi j'aime beaucoup sa vision martiale hein, dans les chorégraphies de combat. Je lui ai déjà dit, il le sait, en toute façon, mais c'est vrai que ça apporte aussi un petit vent de fraîcheur dans ce qu'on peut trouver. Et avec Figlar, je trouve qu'ils ont un vrai. Tu vois, pour moi, enfin, j'ai beaucoup suivi Alain, qui a amené lui le self. Tu vois, le côté Krav Maga. C'est des styles qui me touchent, même si je suis pas fan de l'art martial en soi, enfin du self-défense en soi, mais en tout cas visuellement à l'image ça rend vachement bien. Ouais. Et Manu comme Alain, des fois ils te font des trucs de dingue et puis ils jettent ça à la poubelle, tu vois, ils disent ah non on peut pas le mettre dans ça. Tu vois Manu sur cette scène du commissariat, il y a eu tellement de moves, mais pour moi des moves mais tellement mortels qui sont passés à la trappe parce qu'il fallait réduire la baston. Tu te dis merde c'est con putain. Tu vois, alors, mon petit doigt me dit, puisqu'on les a reçus il y a pas si longtemps que ça, on a reparlé de cette fameuse scène qui a été coupée par Guillaume Pierret, hein, pour les auditeurs. Ouais. Il paraîtrait on la verrait peut-être dans sa forme complète dans les bonus. Il paraîtrait que ça serait éventuellement évoqué, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont la scène complète. Ouais, elle existe. Ouais, moi j'ai la scène complète sur mon ordi. C'est juste que voilà, ça sera diffusé par Manu ou par la production le jour où ils le voudront, mais en tout cas ils pourraient parce qu'elle est très cool cette baston. Ça fera l'office peut-être d'un bon bonus, voilà, pour quand le DVD sortira, puisque c'est dans les projets, donc on leur souhaite. Sur la même année que les orphelins, tu fais aussi Yoroi, t'es dedans aussi. Ouais, participation, ouais. Ok. Et je vois par contre que tu es crédité en tant que chorégraphe combat sur The Killer, donc là ça m'intéresse. C'est quoi ton apport sur un film de John Woo, quoi? Attends. Grosse anecdote, en fait. Donc, le régleur de cascade sur The Killer, c'est Greg Smertz. C'est le régleur avec qui j'ai bossé sur le Michael Bay. Six Underground. Ouais, ok.
lorsqu'en fait, ça c'est en off, je suis au courant de rien. En fait, lorsqu'il rencontre John Woo, lorsqu'il parle des combats, il lui présente un court-métrage que j'ai fait avec Aurélia, qui s'appelle Warlike. Un court-métrage de tape, c'est juste de la démo. Moi, voilà, on travaillait beaucoup de choses avec Aurélia à cette époque. On faisait beaucoup de ciseaux, de clés, de juji. Tu vois, j'essaie d'amener tous ces moves assez impressionnants, les amener dans des chorégraphies, mais qui soient pas mis là gratuitement. Tu vois, c'est ce que je reprochais à l'époque à ce que je voyais dans les films, c'est qu'on mettait un ciseau pour un ciseau et puis ça s'arrêtait là. Non, moi j'essaie qu'ils soient liés à un ensemble de coups avant et après, ouais, que ça soit tu vois, que ça soit pas un truc d'un coup qui sort de nulle part, quoi. Le storytelling de la chorégraphie, quoi. Ouais, ça c'est un exactement. peu le truc. Donc je me putais vachement avec Aurélia. On avait rentré beaucoup plein de vidéos sur Insta avec elle en mode training. Et on se dit, tiens, tu sais quoi, viens, on fait ce court-métrage et on fait une grosse bande démo de tous les moves qu'on a bossé et on y met une petite histoire, voilà, de meufs du GGN intégrées, je sais pas quoi, et voilà, ça part en cacahuète. Bref. Enfin, je vous conseille de le regarder. En tout cas, il a vraiment cartonné On est d'accord que c'est celui où elle fait un ciseau sur la tête d'un mec et elle tourne en 360 avec les guns dans les mains. Voilà, c'est sur moi qu'elle le fait. En fait, c'est un move qu'on avait bossé déjà depuis très longtemps, tu vois. Il et est là, incroyable, on le ce fait. cours, hein. Foncez le regarder. Je le mettrai peut-être en image pendant qu'on discute pour que les gens puissent le voir parce que c'est top. Carrément. Et donc, en fait, cette bande démo tourne vraiment énormément à travers le monde et surtout dans le monde professionnel. C'est qu'on a des retours de plein de cascadeurs et des acteurs d'action, voilà, genre Scott Atkins, qui envoie un message à Aurélia en disant c'est un truc de ouf, cette vidéo. Ouais, enfin, voilà. sacrée anecdote. Oh, donc non, ça explose. Et en fait, donc Greg Smurge, sans le savoir, montre ça à John Woo. John Woo tilt, il bug dessus, il fait c'est mortel, je veux ça. Donc il prend Aurélia comme méchante. Oui. Et puis il monte le film, il commence à bosser. Donc moi je suis pas du tout dans l'histoire, tu vois. J'étais en train de bosser sur autre chose à l'époque. Et en fait il y a la coupure des scénaristes. Donc ils ont fait la moitié du film. Ils arrivent à l'été, je sais plus quelle année. Coupure des scénaristes. John Woo il repart aux États-Unis pendant 2 mois, 3 mois, je sais plus, ça a duré longtemps cette coupure. Avec ses rushs, il commence à monter et il s'aperçoit que les bastons, c'est pas Warlike. Et sa scène finale qui est dans une église, c'est pas non plus Warlike. Le chorégraphe n'a pas vraiment suivi ce que lui avait demandé. Et donc il rappelle le régleur américain, il lui dit écoute, moi je veux Warlike, tu m'avais montré ça, j'ai pas ça avec le chorégraphe. Et donc Greg Smurz appelle Aurélia, lui dit écoute, on veut ça, comment on fait? Bah Aurélia dit appelez Jérôme. Et donc j'arrive sur le projet à la toute fin du projet pour régler la scène finale. Donc il y a eu des reshoots. Ils mettent ce saut justement, tu vois, ce saut est hyper impressionnant là, ce ciseau volant et monter j'ai un fight des filles donc d'Aurélia contre je me souviens plus du nom d'actrice. L'actrice qui est dans Game of Thrones et le nom m'échappe. Bon, c'est pas grave. Attends, on va la chercher puis on se. Super actrice. Oui. Et j'ai Omar Sy à régler aussi. Et donc voilà, on monte un truc mortel qui est pas bien filmé. À part les filles, ça va à peu près, mais le combat d'Omar Sy, c'est filmé en gros plan, on voit rien. Alors que j'avais mis beaucoup. C'est plus mon style, moi, tu vois, des trucs assez subtils. Et voilà, le rendu est nul. En tout cas, voilà. Par contre, l'XP, elle est mortelle, quoi. John Woo c'est a le vu rendu. notre Alors attends, excuse-moi, c'est le rendu vraiment au niveau du cadrage ou au niveau du montage? Les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il cadrait à 3 caméras et tu avais une caméra principale qui se mettait toujours très très près de l'action, mais on voyait pas grand-chose. C'est chiant ça. Donc, elle rentrait souvent dans le champ des autres caméras et souvent les plans des autres caméras étaient plus intéressants. Moi, je disais putain, c'est bien, sauf qu'on pouvait pas l'exploiter complètement parce qu'il y a toujours un bout de bras, de coude, de caméra qui rentrait dedans. Enfin bref, peu importe. En tout cas, voilà, c'est un choix au niveau du cadrage et du montage qui fait que ça rendait pas du tout sur cette chorégraphie. Surtout que cette manière de filmer là, c'est une manière héritée des Bournes, mais tu filmes comme ça quand tu sais que derrière t'as un mec qui est pas ultra bon en chorégraphie martiale. Et aujourd'hui, bon, vous aviez ce qu'il fallait quoi normalement pour que ça envoie du pâté quoi, comme tu disais. C'est ça qui est étonnant. Donc c'est dommage le rendu. Mais en tout cas, voilà, pareil, l'XP, puis l'anecdote, enfin voilà, de partir d'un court métrage
finir Incroyable. à se retrouver sur le plateau avec ma pote Aurélia, Vincent Bouillon aussi qui était rigueur dessus. Ok. J'avais pris Gary Cotenet qui était mon assistant en chorégraphie aussi. Et c'est mortel. Enfin voilà, c'est cool de juste pour voilà la boucle est bouclée. Je veux dire, tu montes un projet, tu le fais par hasard et ça te finit tu finis par tourner avec John Woo, quoi. C'est génial. Ouais, et puis t'as pu le rencontrer, lui parler, je suppose. Donc, c'est un truc de fou. Vraiment. Quoi. Non, c'est une belle expérience, quoi. Non, ouais, parce que c'est quand même un réalisateur qui a quand même forgé la cinéphilie de plein de gens. Donc tu te dis, c'est un grand monsieur qui a un peu d'âge maintenant, mais c'est un grand monsieur. Donc, Bien sûr. Il a marqué une époque. Donc non, ça reste un grand monsieur, quoi. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton projet Action Cascade? Est-ce que tu peux en toucher deux mots? Est-ce que c'est ton truc à toi? Enfin, c'est ton truc à toi pour le coup. Est-ce que tu... Action Cascade, en fait, c'est une structure que j'ai montée. C'est une structure dans la cascade qui me permet de me diversifier. On propose des stages, mais on propose aussi des séjours, tu vois, pour des jeunes, des ados qui voudraient découvrir le métier de cascadeur. Donc chaque année, à Courchevel, tu vois, on fait 3-4 semaines de formation là-bas avec des gosses. Et puis on les fait kiffer, quoi, à faire des chorés, des combats, des chutes de hauteur dans des airbags, du câblage. Voilà, c'est très très cool. Et puis pareil, petite anecdote, c'est que j'ai eu un élève, je sais plus, en 2017, qui devait avoir 13-14 ans, tu vois, qui a participé. Et puis après, bah tu vois plus les gamins, tu sais, le temps passe. Il y en a certains qui restent un peu en contact avec moi, qui m'envoient des petits messages. Et puis bah ce gamin, je le retrouve il y a 3 ans sur un spectacle à Astérix, dans le parc Astérix que j'encadre avec Frédéric Dessin. Et c'est le hasard en fait, lui-même, moi je l'ai pas reconnu, hein, c'est lui-même qui dit ouais en fait j'ai fait vos stages, ça a éveillé chez moi l'envie de devenir cascadeur, et il s'est inscrit au campus, il a fait sa vie de son côté, et puis le hasard a fait qu'on s'est retrouvés, et maintenant je le fais bosser de temps en temps sur des tournages avec moi, quoi. Donc excellent. Donc le monde est petit. Donc c'est cool. Ça fait plaisir de voir le suivi. Moi, j'avais déjà eu suivi un peu avec le campus, mais là pour le coup c'est encore plus jeune, tu vois. Là c'est 14 ans, quoi. Et c'est aussi avec la cascade de Action Cascade que tu fais aussi des séminaires de cascade, parce que j'ai vu récemment que tu en as fait un, il y a peut-être 1 ou 2 mois de ça, ou je sais pas si vous étiez pas dans le nord de la France ou en Belgique, et tu étais avec Aurélia justement, où vous faisiez c'était un week-end autour de la cascade avec le combat, les armes à feu, c'est aussi sous cette casquette-là? Ouais, sous cette cascade, en fait, voilà, on organise des stages. Voilà, l'association elle te permet aussi d'avoir l'accès à des salles, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ma structure, on va dire. Ouais, mais c'est cool. C'est ta vision. C'est mon équipe aussi, voilà. Ouais, complètement. Ouais, c'est plutôt cool de pouvoir. C'est un petit moment de respiration avec ta vision des choses. Donc c'est vraiment top. Tu vois, par exemple, on a monté sur l'initiative de Carty, un cascadeur français, un festival de la cascade et de l'action. J'ai vu. C'est déroulé, tu vois, le mois dernier. Oui. Et voilà, en fait, Action Cascade a financé. Tu vois, ça m'a permis de financer cet événement. Donc c'est voilà, le but. Voilà, pour moi, c'est de faire vraiment évoluer ce métier. Donc ce festival, c'était obligatoire. C'était un passage obligatoire. Et ça, je remercie encore Carty de m'avoir proposé cette idée et qu'on soit bougé dedans pour lancer ce truc-là qui a connu un franc succès. Donc, je pense que les années suivantes, ça va envoyer du lourd, à mon avis. Ben, ça paraît, encore une fois, bon, vous avez remis des récompenses, hein, si je dis pas de bêtises, sur ce truc-là, puisqu'il y avait des nommés, etc. Je trouve ça quand même incroyable que depuis des années, on remet des Oscars pour meilleur acteur, meilleur scénario, et qu'on ne met rien pour la meilleure cascade qui fait, dans certains cas de figure, qui fait tout le sel du film, quoi. Parce que s'il n'y avait pas des cascades, des fois, certains films d'action, ça serait nul, quoi. Et je trouve ça fou qu'on valorise pas le métier de chorégraphe ou de cascadeur, quoi. Tu vois, c'est un truc de dingue. C'est triste, en fait, parce que le cinéma est né de l'action. Tu vois, en fait, au début, il y avait pas de micro, donc c'était du cinéma muet, donc voilà, c'était que l'image, c'était des cow-boys, c'était des trucs comme ça. Puis après, on a connu Buster Keaton, Charlie Chaplin, Harold Lloyd, tu vois, qui ont mis en avant encore plus la performance physique.
et de se dire que ça fait quoi? C'était 1940, cette époque-là. Regarde, on est en 80 ans après, il y a toujours rien. Tu vois, c'est fou, quoi. Et c'est bien de pouvoir lancer une initiative comme ça, parce qu'on en a une un peu similaire aux États-Unis avec les Taurus Awards, qui pareil, qui valorisent certaines choses. Et je me dis, c'est quand même dommage qu'en France, on fasse pas ça. Et j'ai trouvé l'initiative très cool, en tout cas. Donc, voilà. Bah, c'était le but, en fait. En fait, nous, on constate, en fait, que, tu vois, que ça avance pas à la vitesse qu'on aimerait que ça avance. Donc, plutôt qu'attendre que des productions nous appellent, on se dit, vas-y, faisons les choses, nous. Faisons nos projets. Et puis voilà, on va kiffer, on va faire avancer les choses à notre manière. Et puis peut-être que demain, il y a un producteur qui va s'intéresser à ça et va se dire putain, c'est charmé ce que j'ai vu. Vas-y, je prends l'équipe et on tourne la version longue de votre court-métrage, quoi. Ouais. Donc encore une fois, tu vois, enfin d'être attentiste et d'attendre que ça bouge. C'est pas la meilleure solution, donc je préfère qu'on fasse, même si on se plante, c'est pas grave, mais au moins on tente. Ouais, non, mais c'est clair. Je trouve que l'initiative était très cool et je suis ravi d'entendre que ça a fonctionné. Donc, on suivra l'édition numéro 2 peut-être l'année prochaine. On croise les doigts, en tout cas. Est-ce que tu veux éventuellement, rajouter quelque chose? Est-ce que tu as des projets à venir avant qu'on passe sur la partie un peu plus fun sur tes 3 films préférés? Est-ce que tu as des choses que tu veux parler éventuellement, que j'aurais pas abordé? N'hésite pas. Moi, il y a un sujet en fait qui me questionne en ce moment depuis quelques années. J'arrive pas à y trouver de solution. Alors, je pense pas qu'on en trouvera en une, mais c'est bien de l'aborder. Okay. L'aborder, pardon. Je sais plus ce que je dis. L'évolution en fait des arts martiaux dans les films. Ouf, vaste question. En fait, moi, j'ai essayé de faire une chronologie de cette évolution dans le temps. Cette chronologie, en fait, elle a commencé pour moi avec Bruce Lee, parce qu'avant, c'était plutôt des bagarres de saloon, tu vois. Bruce Lee, pour moi, ça a été le premier artiste martial, l'acteur, qui a amené de la tape, mais un personnage, des mimiques. Enfin, voilà, c'était un délire. À l'époque, il y avait beaucoup de films d'arts martiaux en Asie, mais le mec a amené une touche au niveau international assez folle, aussi folle que même lui, c'est devenu une star même en Chine, alors que pourtant, il y en avait plein d'autres, des gars comme lui. Mais il a amené quelque chose, un next level dans le jeu, dans l'acting d'action, on va dire. Ouais, c'est la signature Bruce Lee, quoi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Après, ça a évolué, tu vois, on va pas tout refaire, mais bon, voilà, il y a eu les Jackie Chan, il y a eu les Jet Li, il y a eu Van Damme, il y a eu Matt Damon avec du close combat, il y a eu les Matrix où on reprend du kung-fu et on taffe avec l'image et voilà, on renouvelle le kung-fu. Mais pour moi, les derniers en date, on back The Killer, pas The Killer, The Raid et John Wick. Et John Wick. Ouais. Mais derrière John Wick, c'est quoi la révolution? Tu vois, depuis, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une telle abondance de films par semaine, avec une idée sympa, mais pas forcément révolutionnaire, que j'ai l'impression que tout ça, c'est en train de s'étouffer et je vois pas quel va être pour nous, tu vois, qui font les arts martiaux, les sports de combat, quelle va être notre prochaine grosse claque et qu'est-ce qui va marquer le cinéma d'un coup où tout le monde va nous faire du John Wick, tout le monde va nous faire du The Raid, tu vois, pendant un temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que l'évolution, on peut la prendre. Elle est venue à la fois de l'Occident et avant de l'Orient, puis après on a eu de l'Occident, et avec toujours des petites choses en plus qui venaient. C'est vrai que tu disais aujourd'hui, John Wick, ça a été l'arrivée de l'ère des anciens chorégraphes de combat qui passaient à la réalisation et qui du coup ont apporté un style de combat, un style d'arts martiaux qui mêlait arts martiaux et on va dire gunfight. Donc c'est ce qu'ils appelaient le gun-fu d'ailleurs, ils ont donné ce nom-là pour ce truc-là. Et c'est vrai qu'après, je vais pas dire qu'on tourne en rond, mais c'est vrai qu'on a plus ce sentiment on a plus cet effet waouh. Moi, je pense que la porte de sortie, encore une fois, ça n'engage que moi, c'est vers une approche beaucoup plus brutale. Parce que, tu vois, on l'a eu avec The Raid, ce côté assez brutal. Et après, derrière, plus on a avancé, plus je trouve que ça s'est assez lissé.
Et je trouve que moi j'ai vu quelques productions là qu'on a eues où je pense mine de rien avec Farhan, tu vois le côté un peu dégueulasse, un peu bourrin. Tu vois, on a eu, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a eu Life After Fighting, un film de la première réalisation de Brent Foster, un film australien qui est passé un peu sous les radars. On en a parlé nous, mais si t'as l'occasion, il est sur Prime Video avec une VF atroce. Mais bref, tu regardes et tu vois un peu la chorégraphie qu'il apporte. Il fait des arts martiaux traditionnels tout en ayant un impact ultra bourrin et ultra tu t'as mal pour les côtés un peu viscéral, tu vois. Et je pense que peut-être que le salut passera par là, tu vois, le côté un peu viscéral, le côté où t'as vraiment l'impression que l'adversaire est détruit par les arts martiaux et arriver à se trouver juste équilibre, parce que je trouve que là en ce moment on est un peu en pilote automatique, c'est un peu mon point de vue aussi. Alors tu vois, attention, hein, j'ai absolument rien contre l'équipe qui a fait ce film-là, mais j'ai été voir Bagarre au cinéma avec Nassim Lies et j'en suis ressorti assez mitigé en fait. Pourquoi ? Parce que une blague toutes les 10 secondes, ça va 5 minutes. Donc forcément, au bout de la 50e blague dans la même minute, tu finis par rigoler. Et je trouvais qu'au niveau chorégraphie, et attention, je n'ai pas de jugement avec ça, j'avais l'impression de revoir tout ce qu'on voit sur Instagram en ce moment. Sur les mecs, j'ai l'impression de voir une bande démo d'un cascadeur qui veut essayer. Voilà. C'est pas une critique, attention, je dis pas que c'est pas bien, mais ça ne me touche pas. Et je trouve que ça me donne l'impression, en tout cas, qu'on est en pilote automatique et qu'il va falloir, tu vois, j'ai beaucoup d'attentes, par exemple, sur The Furious, qui va sortir bientôt, là, qui est un film de Kenji Tanigaki, tu sais, c'est le chorégraphe sur, je veux pas écorcher son nom, hein, le chorégraphe de Kenshin, qui fait une de ses premières réals, où dedans t'as Joe Taslim, qui est un pur artiste martial, tu as Chiao Mei, alors je sais jamais comment le prononcer, mais c'est en fait le fils de Jet Li dans Agent Spécial, je sais pas si tu as vu ce film-là de coréenne il y a quelques années, qui a grandi, et ils sont tous les deux dans ce film-là, et la bande-annonce, si tu la regardes, ça annonce un film mais ultra bourrin, ultra viscéral dans la façon de chorégraphier les combats, et je me dis que c'est peut-être ça le prochain step, mais c'est cyclique, hein, de toute façon, on va revenir un peu au basique. Ça revient toujours. Après, il y a toujours, on reviendra, on apportera un petit truc en plus, quoi. Mais est-ce qu'on a pas tout fait, en fait? Parce que, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je me questionne, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout? Parce que, quand même, John Wick, ça date, c'est quoi, 2013, 2012? Le premier. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Regarde, ça fait 10 piges qu'il n'y a pas eu un nouveau courant. Alors que The Raid, c'était juste avant, tu vois. Enfin, c'est tous les 3-4 ans, il y a un truc qui tombait, tu vois. Et là, 10 piges, même s'ils ont fait beaucoup dans les John Wick, tu vois, ils ont amené beaucoup de choses en cascade, ça reste toujours le même style. C'est bon, on a compris. Judo et puis on parle pas de tous les dérivés de John Wick qu'on a eu par la suite aussi. Hein. C'est ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est un film qui va engendrer tout un tas de pseudo John Wick, tu vois. Et là, quel est le next step où tout le monde va copier, ils vont se dire, tu vois, les Matrix, on en a eu 14 000 derrière. Tout le monde nous mettait des moves de caméra dans tous les sens. Pareil, le Matt Damon, tu vois, le Bourne Identity, derrière. Alors, en dehors même du self, le caméra check, on en avait à toutes les sauces, c'était l'enfer. Nolan le faisait, c'était horrible. Donc voilà, en fait, tu vois, c'est ça, en fait. J'ai pas encore, j'en parle autour de moi, j'essaie d'avoir des réponses là-dessus. Écoute, on verra bien comment ça évolue. On est tous d'accord sur le fait que c'est cyclique et de toute façon, on retournera toujours aux sources. Demain, le kung-fu, là, on est dans une mode très MMA. Peut-être qu'on repartira sur du kung-fu, du tai chi, j'en sais rien. Mais qu'on a eu mode MMA, qu'on a eu il y a déjà au début des années 2000. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens de la flopée de films qu'on a eu dans les débuts des années 2000, qui se ressemblaient tous les uns avec les autres, où c'était des films de MMA, quoi, tu vois. Et là, on est en train de revenir aux films de MMA. Donc, je sais pas. Et c'est vrai qu'après, peut-être que ça va venir aussi par vous. Hein. Quand je te dis vous, c'est toi, c'est du Manu Lanzi, qui est très orienté chorégraphie de combat, qui sont conscients de tous ces films-là parce que vous les avez regardés, vous les avez consommés, et d'apporter peut-être un renouveau. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va vous laisser le faire ? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que les productions sont prêtes, en tout cas françaises, hein, je parle, et je suis pas sûr. Tu vois, c'est là où je me dis qu'à mon avis, la révolution, elle viendra pas par la France. Enfin, j'aimerais bien qu'elle vienne par la France, mais est-ce qu'on est câblé pour ça ? Je sais pas. Je sais pas, ouais.
C'est une vraie bonne question et bah, j'invite les auditeurs à laisser leur avis en commentaire parce que c'est vrai que mais je pense que c'est pas complètement mort parce que tu vois, je vais donner une petite lueur d'espoir encore dans tout ça. Je me pose cette même question que toi où j'ai tendance à me replonger dans des grands classiques depuis quelques années ou des choses que je découvre que j'ai jamais vues. Je me dis putain, c'est quand même fou quand même. On est dans les années 80, les mecs sont capables de faire ça. Et je me dis, est-ce qu'encore aujourd'hui on peut? Et malgré tout, dans toute la flopée de production, je te dis, il y a au moins 1 ou 2 titres que je peux citer ou que je peux me dire, ça c'était intéressant. Mais ça, il y avait un truc cool. Tu vois, je vais te dire un truc tout bête, mais regarde Balle perdue. Franchement, c'était c'est quelque chose, je trouve, d'assez novateur. On peut, voilà, Manu Lanzi va peut-être prendre un peu le boulard quand on dit ça, mais je trouve que dans son style oppressant, tu sais, notamment, tu parles on parlait de la scène du commissariat tout à l'heure, où on pense que le mec va pouvoir sortir, mais il va pas réussir à sortir parce qu'il est toujours rattrapé par quelqu'un qui l'empêche de ce côté où tu te dis, c'est infernal, en fait, il va jamais s'en sortir parce qu'il y a toujours quelqu'un pour freiner sa progression. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, je trouve, dans la chorégraphie martiale. Donc, je me dis, on a quand même une petite lueur d'espoir parce qu'on a quand même quelques prods. Je t'ai cité Life After Fighting, si t'as l'occasion, regarde-le. C'est une vraie bonne claque. Et The Furious, celui, j'en attends beaucoup. Donc, je me dis, on sera peut-être surpris. Mais, espérons-le. Soyons fous. Vu qu'on parle de films, est-ce que t'as pu réfléchir à ton... à mes films, on parlait de Bruce Lee, moi, la fureur du dragon, ça reste pour merci. moi... Merci. Parce que beaucoup d'invités me citent Opération Dragon et moi j'aime pas trop. Enfin, je l'aime pas trop moi celui-là, mais je préfère la Fureur du Dragon. Ouais, pareil. Il est cool, mais l'histoire est moins. Enfin, moi j'ai tellement kiffé son arrière-cour, le petit dragon, le dragon frappe avec sa queue. Enfin, tu vois, c'est tellement marquant. Oui. C'est la petite histoire. Enfin, tous les acteurs et surtout ce qui m'a surpris, c'est que j'ai vu très très tard. Je te parle de ça peut-être il y a 10 ans. La version finale non montée, enfin pas non montée mais non censurée. Celle où en fait ça se termine sur la tombe et on sait pas pourquoi il est sur une tombe. La version René Château en fait, t'as vu toi? Moi j'avais vu en fait dans la version que j'avais vue, son oncle c'était un bon. Oui, tu sais pas que c'est un très bon, donc c'est la version René Château vidéo. D'accord, ok. C'est un enculé son oncle. Excellent. Moi, j'ai toujours connu celle-là. Donc, j'étais un bâtard. Mais en tout cas, ouais, ce film, enfin, entre son arrivée en Italie, des conneries, des détails, tu vois, les pâtes, le truc, il a mal au ventre, ce restaurant, ses cousins, enfin, j'ai trouvé ça charmé, quoi. C'était simple, mais voilà, ça m'a marqué quand j'étais petit. On a mis des coups de pied dans tous les sens. Il était hyper fort, il était valeureux. Il pouvait monter sa famille, se dire allez-y les gars, je vais vous entraîner. Voilà, il y avait un peu tous les ingrédients pour faire un bon film, je trouve, à l'époque. Donc en plus de sa personnalité et puis ce combat mythique avec Chuck Norris, quoi. Ce bon vieux Chuck, ouais, incroyable. Non, c'est okay. ouf. Donc ouais, ce film-là, parce que après, oui, il y a aussi le jeu vidéo, un peu, tu sais, le jeu de la mort, là où il monte les étages, qui était cool. Mais voilà, en termes d'histoire. Ouais, il a fait que les scènes de combat, malheureusement pour lui. Il est mort pendant le tournage. Ça. Donc on n'a pas son vrai film, mais en tout cas toutes les scènes de baston c'est lui et ça présageait en tout cas un pur film, quoi. Un pur film. C'est fou, ouais. Donc okay. Ouais, la Fureur du Dragon. Qu'est-ce que j'aurais ensuite peut-être Bloodsport. Ouais, grand classique. Tu vois, parce que c'est une époque où je découvre aussi l'UFC. Ok. Enfin, je découvre d'abord Bloodsport. Je suis intéressé par ce côté. L'histoire est dingue, même si on a appris après que c'était mytho, tu vois, ouais. Cette histoire de Frank Dux. Mais en tout cas, le côté, voilà, c'est quoi le meilleur art martial? Voilà. Tu vois. Et moi, je suis dans ces questionnements-là, tu vois, d'un coup. Donc, moi, j'ai ma réponse. Moi, j'ai ma réponse. Mais tu l'as ta réponse, toi, ou pas, là-dessus? D'ailleurs, quel meilleur art martial? Non, je sais pas, je t'écoute. Pour moi, il n'y a pas de meilleur art martial.
C'est le pratiquant avant tout qui fait que son art martial est bon. Parce qu'en fait, moi, c'est un truc que je déteste un peu sur les trucs, c'est que aujourd'hui, on met toujours, la boxe thaï et le Kyokushinkai en comparaison, en disant c'est machin. Mais en fait, ouais, mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend du poids, ça dépend du niveau de pratique du mec. Je vais peut-être forcer un peu le trait, je vais être volontairement provocateur, mais ça se trouve, il y a un très bon gars en Aikido qui peut mettre une pile à un combattant d'UFC, quoi. Parce que le mec, c'est un crack, quoi. Je suis volontairement provocateur. J'ai du mal à y croire. Non, je suis du mal à y croire. J'aime pas l'aïkido, mais pour moi, c'est un faux débat. Pour moi, c'est avant tout un pratiquant qui va être bon dans son style. Bien sûr, le pratiquant, il est important. Après, je trouve je trouve dans les arts martiaux, il y a des styles qui ont été efficaces à une période. Tu vois, il y a peut-être 2 siècles en arrière, effectivement, contre un mec qui savait pas se battre, tu faisais de l'aïkido, tu avais des techniques de clé qui étaient mortelles. Aujourd'hui, tu fais une clé de main, tu te prends une patate, tu dors, quoi. Donc, enfin, moi, c'est plus dans l'efficacité. En plus, tu cites deux sports qui sont complètement différents entre un sport, tu vois. C'était fait exprès, hein. et qui sont quand même hyper efficaces. Tu vois, le Kyokushinkan, dans le genre efficacité, et les mecs sont des troncs, hein. Donc ouais, face à la boxe thaï, effectivement. Maintenant, tu mets un gars qui fait du tai chi contre un gars qui fait voilà, tu vois, on se comprend. En fait, c'est juste ça. Donc ouais, cette découverte d'un coup de dire quel est le sport le plus efficace. Derrière, je tombe sur l'UFC, les premiers combats où c'est du grand n'importe quoi, pas de catégorie de poids, pas de temps, t'as des mecs qui venaient avec des gants de boxe, des gars qui venaient en kimono, des autres qui étaient en slip. C'était porte-main. C'était charmé. Moi, je découvre ça, je suis choqué. Vraiment, parce qu'il y a des chaos, c'est hyper violent, des penalties, des trucs comme ça. Enfin, c'est horrible. Mais d'un coup, je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Et en fait, en quelques années, ça égrène tous les sports un peu qui, moi, m'ont éduqué. Tu vois, en disant ouais, c'est hyper efficace, genre je dormais Jet Li, Jackie Chan, l'homme ivre et tout ça. Et puis là d'un coup tu dis mais un homme ivre dans la cage, il me fait rien du tout, quoi. Donc donc c'est une évolution. Encore une fois, je regrette pas moi d'avoir kiffé ces films-là, et je les kiffe encore toujours parce que je sais ce qu'ils proposent et ce qu'ils mettent en avant. Mais d'un coup je me dis ouais, maintenant ce qui me touche plus, c'est d'être dans quelque chose de plus réaliste, plus violent. C'est un feeling que j'ai aujourd'hui, et d'un coup ce qui est devenu l'UFC avec le temps, était plus proche de ce que j'imaginais, tu vois, en termes de baston, même si aujourd'hui c'est un peu chiant, quoi. Mais voilà, il y a une évolution. Enfin moi, Gracie, le premier Royce Gracie qui arrive à l'UFC, qui plie tout le monde juste avec des techniques dessus, tu dis ok. Le mec a l'art le plus efficace au monde. Et puis, dans 5 ans, c'est plus la même chose. Et puis, voilà. Et moi, j'ai trouvé ça très, très cool, quoi. Ouais, et puis c'est, tu vois, enfin, c'est marrant parce que je peux pas m'empêcher de penser que la première version de l'UFC, les mecs qui ont créé ça, ils se sont dit, on veut se faire notre Bloodsport, quoi. Mais dans la cage, quoi. Parce que, complètement. Forcément. Complètement. C'était précurseur, quoi, cette idée de tournoi. Tournoi, quoi. Donc, et c'est vrai que tu vois, mon rêve absolu, ce serait qu'un jour, en France, parce que je me dis, voilà, pourquoi pas, on arrive à faire un film de tournoi, quoi. Ça serait génial. Et je suis sûr qu'on a les capacités de le faire. Ça marcherait pas, mais ça serait génial. On se ferait plaisir. On se ferait plaisir, c'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu es au courant, d'ailleurs, que pour Bloodsport, qu'il y a un projet de remake? Est-ce que t'as vu passer ça? Non, du tout. Par A24. Oui. Ok. Voilà. Et en parallèle de ça, il y a une info qui est tombée. Ils sont en train de préparer. Alors ça, pour le coup, c'est beaucoup plus avancé. Ils sont en train de préparer un documentaire autour du film. Ils ont fait revenir tout plein de gens qui ont été associés au film. A priori, Van Damme n'est pas associé, comme d'hab. Hein, il est jamais associé à ces trucs-là. Je pense qu'il en a un peu rien à foutre. Mais je crois qu'il y a Sheldon Lettis qui prend la parole. Je crois qu'ils ont interviewé aussi Paul Herzog. Enfin bref, ils ont interviewé des mecs. Moi, je suis curieux de voir. Ouais, c'est en projet. Je sais pas si ça va être en crowdfunding ou pas, mais ça ressemble un peu au projet qu'ils avaient fait pour Karate Tiger. Je sais pas si t'avais vu passer ce projet-là. Donc voilà, très curieux en tout cas de voir ce qu'ils peuvent apporter. Parce j'ai l'impression qu'ils ont l'air de vouloir aussi un peu creuser un peu la personnalité de Frank Dux aussi dans ce documentaire. Donc j'espère que ça ira au bout de sa prétention, en tout cas. Mais en tout cas, ce qui m'avait surpris là-dessus, c'était ce que je m'étais intéressé quand j'avais travaillé avec Jean-Claude Van Damme sur
sur Lucas. Ouais. J'avais recherché un petit peu des infos sur lui et j'étais tombé sur le fait que c'est lui qui avait remonté le film. Parce qu'à la base, le film de base était un échec. Il sortait même pas. Les producteurs avaient dit C'est la ça à la légende, poubelle. ouais. La légende, ah, c'est pas vrai? Bah, non, je dis pas que c'est pas vrai, mais c'est juste que il y a eu tellement dans toute sa carrière, Van Damme, il y a tellement de gens qui ont contredit un peu ses propos, qui ont dit ouais, il l'a un peu enjolivé. Donc je prends toujours avec des pincettes maintenant. J'ai la même info que toi, il y a pas de souci, c'est une info que je communique que oui, la belle histoire veut qu'il serait retourné en truc de montage pour refaire le montage du film, etc. Je me dis oui, j'y crois parce que c'est une belle histoire, mais comme Parce on que entend après, plus on avance dans le temps, puis on entend que sur certaines choses, il y a un mec qui te dit oui, bah c'était pas tout à fait ça, et puis sur plein de choses, donc je me dis, puis Van Damme a tendance un peu, quand t'écoutes toutes ces interviews au fil du temps, parce que je suis un assez grand fan du bonhomme, ses films, des fois il arrange un peu la vérité, des fois sur 2-3 trucs, tu te dis finalement c'est pas tout à fait ça. Donc je me dis quelle est la part de vérité dans ça, voilà, bon. Écoute, on va laisser en tout cas la magie du truc en disant que oui, il a remonté tout le film et que ça a été un bon succès. Je regarderai le docu quand peut-être qu'on en apprendra plus, hein. Ouais, forcément. Complètement. Et ton troisième film? The Raid. Moi, dernière grosse claque dans l'évolution, tu vois, parce que voilà, on se rapproche vraiment du style que je kiffe, hyper violent, hyper efficace, pas de fioriture, on n'est pas là à faire des coups de pied retournés dans tous les sens. Voilà, ça fait mal. Ça casse des têtes sur des carreaux de mur. Enfin, ouais, grosse claque. Et surtout, je me dis, putain, on est capable de faire la même chose. Encore une fois, tu sais, souvent, on est là, ouais, mais les Américains, ils ont ci, ils ont ça. Là, il y a rien. Le film, je crois qu'il a son argent, il y a 250 000 balles, je crois. Enfin, il y a rien comme budget. C'est un décor unique. L'histoire, faut monter tout en haut de la tour. Maintenant, on se tape. Et aucun acteur, enfin, je veux dire, personne de connu à l'international. Et ben voilà, tu vois. Donc, je pense que tu peux faire la même chose n'importe où dans le monde. Juste si t'es talentueux et que tu te bouges, tu peux faire la même chose et faire un putain de film d'action. Voilà. Ouais. Alors après, le 2, j'ai pas du tout aimé. Ah, t'as pas aimé, j'allais te poser la question. Ok, d'accord. Non, après moi, tu sais, quand les mecs commencent à combattre avec la garde collée, enfin voilà, on est rentré dans un truc. C'est un jeu vidéo, après le deuxième, il assume. Ouais, non, mais après, voilà, mais ça sort pour moi. Le premier, on était dans un truc un peu, pour moi, un peu réaliste. Dans le 2, ça y est, on retourne dans ce que j'ai déjà vu depuis tout petit et qui aujourd'hui me touche plus parce que voilà, on se tape pas comme ça dans la vraie vie. Donc voilà, je sors un peu du truc. Mais non, ouais, pour moi, c'est la dernière grosse claque. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, je tournais sur un film qui s'appelait Battle of the Year. C'est un film sur du break. Et le producteur nous arrête en pleine répétition pour nous dire, il y a un truc de dingue qui vient de sortir. Il avait récupéré les images. C'était pas encore sorti au ciné, mais ça tournait déjà chez les producteurs américains. Et on se fait une diffusion, on se le mate. On arrête la répète pour mater des parties du film parce que c'est une dinguerie et les Américains sont choqués, nous aussi, tu vois. Et donc, avant même la sortie, tu vois, avant même qu'un distributeur ait racheté les droits pour les distribuer un peu partout dans le monde, le truc avait déjà émergé un peu au niveau des productions à droite à gauche et ça faisait déjà du bruit, quoi. Donc non, gros kiff ce film, quoi. Ouais, tu parlais de Battle of the Year, c'est un film que j'ai vu, je viens de percuter, et donc de savoir qu'il était dessus, c'est quand même assez incroyable. L'anecdote qui est encore plus incroyable, c'est que en fait, à côté moi de la cascade, pareil, au même moment à peu près en 96-97, j'ai monté un site qui s'appelait Style de ouf. C'était un site de danse hip-hop qui était la référence mondiale, mais vraiment en toute humilité. C'était le plus gros site au monde de danse hip-hop. Donc moi j'ai fait tous les battles à travers le monde. J'étais filmé. Enfin voilà, c'est des choses que je suivais. Il y a plein de breakers qui sont devenus aujourd'hui des mecs assez connus, même des cascadeurs. Il y a un gars qui s'appelle Jamel Blissa. Moi je l'ai connu quand il était encore danseur. Et je venais l'interviewer, il savait même pas que j'étais cascadeur. Aujourd'hui, on se croise. Maintenant, voilà, lui il est cascadeur, moi je suis régleur, et c'est drôle. Et donc quand je me trouve sur Battle of the Year, il y a plein de mecs que je connais déjà, des Américains, mais il y avait Annie Surfa qui est un superbe trickster, tu vois, français.
que je retrouve sur le film, et ceux qui me connaissaient en tant que cadreur de style de ouf, tu vois, enfin fondateur, ils me disent mais qu'est-ce que tu fous là? Je dis mais moi mon vrai métier c'est cascadeur. Ah bon? Et donc je me tape contre eux, tu vois. Donc c'est drôle, on fait une baston dans un bar, et alors que des semaines avant j'étais en train de les filmer dans des battles, quoi. Ah, c'est incroyable. Ah oui, c'est un métier qui t'a quand même aussi beaucoup occupé. Donc ça, c'est Ouais. Bah, après, tu vois, voilà, c'est comme tout métier artistique. Moi, je suis un geek, hein. Si j'avais pas fait de cascade, je pense que j'aurais été sur des ordinateurs. ok. Donc voilà, tu vois, monter un site et faire m'occuper d'un site sur la danse hip-hop, voilà, ça m'a pris. J'ai fait ça pendant 14 ans, je crois. Tu vois, donc j'ai fait un vrai suivi sur toute une période de la danse hip-hop à travers le monde, quoi. Ok, ouais, c'est top. Ah, franchement, comme quoi, on peut tout est possible dans la vie. Et voilà. Ok, et ben écoute, super. Bah, écoute, on arrive gentiment sur la fin de l'émission. En tout cas, très chouette sélection. Hein. C'est des classiques, indétrônables, je pense. Voilà, je pense C'est pas original, mais je pense unanime. que Mais c'est unanime. voilà, je pense que même un mec qui kiffe l'action, faut que c'est des films qu'il doit avoir vu au moins. Voilà. Ouais. Mais c'est encore une fois, c'est comme l'exercice est assez difficile de dire choisis 3 films. T'aurais envie d'en C'est limitant en plus. Je sais. Ouais, j'en ai 50, quoi. Et pourquoi cela par rapport à d'autres, c'est toujours difficile. Et comme tu dis, puis ça se trouve, on va me ressortir d'autres films et je vais faire ah ouais, c'est vrai que quand même ça a été marquant. Après, voilà, je pense que j'ai pris des choses assez éloignées dans le temps. Oui, très bien. Tu vois, qui font une Et évolution puis, un petit peu. malgré tout, c'est cohérent avec notre discussion. C'est-à-dire que sur la fin de discussion qu'on a eue, on disait justement les styles qui ont amené un changement dans les films d'arts martiaux. Bruce Lee en a été un, Van Damme en a été un, et The Raid en a été un. Donc voilà, on a cité John Wick aussi tout à l'heure, mais voilà, ce sont des courants qui ont apporté une espèce de renouveau dans le cinéma d'action et d'arts martiaux. Donc ça tient la route. Il y a une série que j'ai matée là récemment qui s'appelle, je crois que c'est La Traque dans le sang. Ah, c'est génial ça. Une série coréenne de boxe anglaise. Tu es assez fan de boxe anglaise. J'ai trouvé ça vachement intelligent d'amener la boxe anglaise comme ça. Ouais. C'est vraiment cool. Ils ont sorti une deuxième saison. J'ai commencé à la mater. Pas encore vu. Il faut que je me jette dessus. En fait, il y a un truc qui me manquait dans la première saison parce que moi, je m'intéresse aussi à ça en tant que chorégraphe. Okay. C'est comment filmer un combat sportif. Tu vois, un combat sur un ring, un combat dans une cage. Comment le filmer de manière à ce que ça soit pas chorégraphié, parce que à un moment j'ai travaillé sur un film de boxe qui au final a capoté, mais donc je me suis retapé tous les films de boxe des premiers jusqu'au dernier, les Creed, enfin vraiment tout pour voir comment avait évolué, qu'est-ce qui était intéressant dans chaque film, comment filmer un combat sans que ça fasse une chorégraphie, sans qu'on sente la choré, sans que non plus ça soit chiant, parce qu'un vrai match de boxe, ça peut être chiant aussi, comme du match de foot, hein, y a pas des buts toutes les 5 minutes, donc quand tu regardes un Olivier Tom, ça court pendant 20 minutes, mais voilà, ils arrivent à créer une dynamique. Comment créer un truc cool dans un match de boxe pour que ça se mette pas des pains dans la tête toutes les secondes et que les mecs restent debout, tu vois. Et donc voilà, et je trouve dans la première saison, ça commençait par un combat, mais on voyait pas grand chose. Et dans la dernière saison, dans le premier épisode, je crois qu'il y en a un, et je l'ai maté, et c'est très très bien fait. Ah ouais. En même temps, je pense qu'aussi le fait que les acteurs soient de très bons boxeurs. Oh oui. Ça fait la différence, parce que j'ai analysé un peu les techniques qu'ils ont utilisées pour que ça soit crédible sans qu'ils se fassent mal, hein. Sinon on met 2 vrais boxeurs, ils se tapent dessus et c'est bon, on aura ce qu'on veut, quoi. Mais ouais, c'est pas évident, c'est pas un film évident. Et des trucs qui m'avaient marqué comme dans Warrior, tu vois, j'ai analysé, j'ai gardé un bon souvenir des tapes, notamment le sparring de début, tu vois, où il va dans la salle et il vient cogner le mec en place. Et en fait, en revoyant le film, en fait, il y a rien. Ça se tape pas, quoi. La Corée, elle est réglée. Il y a 3-4 coups, ça marche bien, hein. Mais en fait, c'est 2 coups sur le ring. C'est un peu filmé trop près, moi, je trouve. Mais bon, après, ça, c'est mon point de vue. Non, mais il y a ça. Mais il y a que, en fait, tu ne restes pas avec les acteurs. Ils mettent 2 coups, puis après, c'est un gars dans le public qui est en train de filmer avec son téléphone, puis après, c'est un plan de hyper loin. Tu sais, en fait, c'est tellement cuté que tu la sens pas, la Corée. Non. Donc, c'était une façon de tricher. Donc, mais ça marchait bien, tu vois. Au final, j'en garde un bon souvenir. Mais dans cette série, La Traque dans le sang, je trouve qu'ils ont, tu regarderas dans la saison 2, tu me diras,
Je trouve qu'ils ont réussi à filmer le combat de boxe et c'est autre chose que Creed. Moi, je trouve ça. Enfin, Creed, j'ai du mal. Là, celui-là, je trouve que ça marche bien, quoi. Le premier passe encore, après, c'est moins bien. Mais je suis d'accord avec toi, sur le principe. Et sinon, en série d'arts martiaux que je peux te recommander, je sais pas si tu l'as vu, malheureusement, elle s'est terminée en queue de boudin, mais elle vaut le coup quand même d'être regardée, c'est Warriors. Justement, oui, à l'époque. Ouais, qui raconte justement très inspiré d'Histoire de Bruce Lee. Tu l'as vu? J'ai vu une saison, je crois. J'avais pas continué. En fait, je la regardais avec ma copine. C'est elle qui les a saignés, et moi, je regardais de temps en temps. Et elle m'appelait tout le temps pour voir toutes les fights. Et franchement, c'était saison bien. 2, incroyable. Hein. Saison 1, c'est la première saison, elle est cool, tu vois, elle est sympa. Mais alors la saison 2, il y a un épisode où, en tant que fan de Bruce Lee, tu vas kiffer, hein, parce que. Franchement, puis on retrouve les acteurs les acteurs de The Raid qui est Joe Taslim. Donc c'est juste c'est une sacrée série. Donc bref, c'était aussi ma petite reco. Faudrait que tu ponces la saison 2 parce qu'elle est excellente, la saison 2. Eh ben écoute, on va gentiment se dire au revoir. Je mets ça en off, quitte pas complètement parce qu'il faut le temps que ça synchronise pour récupérer ta piste. Je fais ma petite conclusion et puis voilà. Si les gens veulent te suivre, mon cher Jérôme, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Je crois que tu as une page Instagram et tout ça. Mais j'ai un Insta. Le plus simple, c'est sur Insta. Okay. Jérôme Stunt. Ok. Eh ben écoute, super. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup Jérôme. C'était un chouette échange. Et puis en tout cas, auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si cette émission vous a plu. Et puis on se retrouve très très prochainement dans un prochain épisode de Aiki dans ton podcast. Ciao tout le monde. Ciao, merci. Avec plaisir. Tu la jettes.